La France est un boxeur qui boxe au-dessus de sa catégorie. La France jouit d'une aura largement supérieure à ses moyens. Les deux attributs de la puissance française, on les connaît, un bon étudiant en sciences politiques te le dira, donc la bombe et le siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Simplement, la Chine, les États-Unis, disposent des mêmes atouts. Ils ont de la démographie en plus et un PIB largement supérieur. On a l'impression que pour les diplomates français, les officiers français, finalement, l'Afrique est le dernier endroit au monde où la puissance française peut encore s'exprimer pleinement. C'est le seul endroit au monde où la France peut intervenir sans préavis et être félicitée par ses alliés. Il y a genre une sorte d'obsession du maintien du rang chez les élites de la politique étrangère et de la politique extérieure. La France a une voix singulière, elle doit encore se faire entendre dans le monde et promouvoir une image différente de l'alternative chinoise ou américaine par exemple. Mais la France n'a pas les moyens de ses ambitions. Comment ça se fait qu'on a reproduit quelque chose de similaire à l'Afghanistan ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chercheurs.es. Aujourd'hui, on va parler de guerre. Alors que l'Union européenne annonce une augmentation drastique de ses dépenses militaires avec un objectif à fixer à 5% du PIB, on a voulu prendre un peu de recul. Pour ce faire, on a voulu s'intéresser à l'une des dernières fois que la France est rentrée en guerre, l'intervention au Mali en 2013. Mais au-delà de ce cas précis, on va surtout poser une question plus large. Comment un pays, et la France particulièrement, rentre en guerre ? Quel processus, quelle dynamique rentre en jeu ? Alors pour nous aider à y voir plus clair, j'ai le plaisir d'accueillir Grégory Daho. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Mathias. Tu es docteur en sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Tu co-diriges le master Conflits et crises internationales. C'est un master que j'ai suivi et c'est un master que Karen aussi, qui prépare ses émissions avec moi, aussi a suivi. Du coup, on t'a eu comme prof et c'est pour ça aussi qu'on t'a invité et tu peux imaginer que ça s'est plutôt bien passé si on t'invite aujourd'hui. Tu es spécialiste de la sécurité internationale, des transformations, des organisations et des doctrines militaires. Alors, tu vas réussir à nous expliquer un petit peu le Mali et après, on va prendre un peu du recul pour pouvoir expliquer la situation actuelle et comment, avec les outils qu'on va sortir à ce moment-là, expliquer la situation actuelle. Alors, le 11 janvier 2013, François Hollande annonce l'intervention militaire de la France au Mali dans un discours télévisé. Il justifie cette décision par une agression terroriste venant du nord du pays et qualifie l'action de nécessaire face à la menace terroriste imminente. Il y avait des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda qui venaient du nord, qui descendaient sur la capitale. Cette intervention est sous le mandat de l'ONU et aussi le président malien de l'époque a demandé de l'aide personnellement à la France. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est donc cette intervention française en 2013 ? C'est quoi le contexte actuel à la fois au Mali et à la fois en France ? Qu'est-ce qui se passe pour que tout à coup la France et François Hollande, qui n'était pas spécialement connu pour être un président guerrier, rentrent en guerre ? Oui, tout à fait. Serval, donc déclenché le 11 janvier 2013, est un cas très intéressant. Pour ceux qui observent les interventions militaires, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que c'est le seul cas, depuis la fin de la guerre froide, où une armée occidentale intervient, et au bout de 3 mois, tout le monde se félicite du succès foudroyant. Je ne connais pas d'équivalent en Afghanistan. Les États-Unis, leurs alliés, interviennent en octobre 2001, mais 3 mois après, on est encore à bombarder Tora Bora pour attraper Ben Laden. Donc Serval est particulier, déclenché en janvier, et en avril, on a une unanimité, que ce soit en France, voire même au Mali, où tous les chefs d'État de la région, par exemple du Sahel, qui se félicitent de l'intervention française, qui est qualifiée comme un succès foudroyant. Donc ce qui est étonnant, c'est ça, c'est ce succès au départ. Le contexte malien. Il faut savoir que l'année 2012 a été compliquée au Mali. Il y a un président par intérim qui est affaibli, il y a une junte militaire au pouvoir, c'est le capitaine Sanogo qui la dirige, à Bamako. Et dans le nord du pays, on a des mouvements irrédentistes, indépendantistes touareg, et on a aussi des groupes salafistes, donc Moudjahou, Ansardine et Akhmi. Et ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est qu'on a au départ une scission entre les groupes indépendantistes et les groupes salafistes qui avaient négocié des pourparlers et des trêves. L'essentiel de l'année 2012 pour la diplomatie française, derrière François Hollande, qui vient d'être élu en mai, c'est la France ne va pas intervenir directement. Laissons, dans le cadre de la CEDEAO et de l'Union africaine, les armées africaines gérer la difficulté. Ça, c'est la position que la France va pousser via l'ONU, par exemple, le Conseil de sécurité des Nations Unies, en faisant adopter des résolutions. La non-intervention, c'est aussi une position que la France va pousser en bilatéral, notamment en négociant avec l'Algérie, par exemple, la question du survol de son territoire, etc. Et finalement, revirement. Début janvier 2013, on s'aperçoit que Al-Khali, chef de Ansardine, a coupé ses communications,
ne respectent pas les protocoles d'accord de non-armement qui ont été signés il y a quelques mois, et l'armée française, les services de renseignement spécialisés, observent des mouvements de pick-up qui se dirigent vers le sud du Mali. Aucun des services français de renseignement à cette époque n'a les moyens de prouver que les djihadistes veulent clairement aller jusqu'à Bamako. On sait qu'ils descendent, mais on ne sait pas si leur volonté c'est de prendre la capitale. Et donc le 11 janvier 2013 est décidé par François Hollande la volonté de stopper ces fameuses colonnes de pick-up. Donc c'est un cas intéressant parce que c'est une guerre préventive qui ne dit pas tout à fait son nom. Le but c'est d'intervenir pour empêcher Bamako de sombrer dans un sanctuaire terroriste. Et c'est intéressant parce que c'est un pari. Personne ne sait vraiment quel est l'état des lieux de ce qui se passe à Bamako, au sein de l'armée française. On ne sait pas si les djihadistes comptent prendre la capitale à quelques centaines, ce qui paraît peu probable. On ne sait pas si on a un accord entre les djihadistes et les putschistes à Bamako pour se partager le territoire. Donc c'est vraiment un pari. L'usage de la force constitue toujours un pari risqué. Du coup, il y avait très peu d'informations, c'est ça que tu dis? Il y a très peu d'informations. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas qu'une colonne de pick-up, il y en a plusieurs. Okay. Maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est que ce qui va emporter la décision, si on peut parler comme ça, c'est pas tant le fait que des pick-up se dirigent vers le sud, c'est que les bataillons maliens ne sont pas capables d'empêcher cette colonne de pick-up. Il y a du renseignement technologique, donc un C-130 des forces spéciales va filmer et montrer la photo qui va bien au président pour montrer des nuages de fumée et des pick-up qui descendent. Mais a priori, ce qu'on pense savoir, c'est qu'au sein des bataillons maliens, il y a des officiers français infiltrés, issus des forces spéciales, qui visuellement sont capables de dire à leur autorité à Paris « Non, je suis sur place, les bataillons maliens sont en déroute. Si personne ne les arrête à Konna, théoriquement, ils peuvent aller jusqu'à Bamako. » Donc c'est le fait que les bataillons maliens ne seront pas en mesure de freiner cette descente des pick-up qui serait le moment qui emporte la décision d'une intervention rapide. Et du coup, tu as parlé de l'opération Serval. Il y a un truc important, c'est qu'il y a deux opérations en fait, qui constituent l'intervention française au Mali de 2013 à 2022. Il y a du coup cette opération Serval qui dure un an, un peu moins d'un an. Un an et demi jusqu'à août 2014, c'est là que Serval devient Barkhane. Et là, après, il y a l'opération Barkhane. Et ces deux ont un objectif différent. Du coup, là, on parle de Serval. L'objectif, là, que tu me présentes, c'est qu'il faut arrêter cette colonne de pick-up qui a pour objectif de renverser le pouvoir. Oui, tout à fait. Alors, Serval, c'est stopper une colonne de pick-up, mais c'est aussi aider un pays ami, le Mali, à recouvrer sa souveraineté. Et la conquête du Nord se déroule très rapidement. Les forces françaises ne rencontrent pas d'obstacles jusqu'à la Drare des Ifora, jusqu'à la fin février, où là, les troupes djihadistes sont regroupées au même endroit. Donc, ça se passe très bien. La conquête est rapide. Un an et demi plus tard, août 2014, Serval est élargi en Barkhane sur l'ensemble de 5 pays, 5 territoires sahéliens. Alors, comment est-on passé de l'un à l'autre ? Sachant que ce n'est pas tout à fait les mêmes objectifs, c'est vrai. D'abord, la première explication, c'est que la France a réussi à obtenir des troupes onusiennes et des troupes tchadiennes. Donc, il y a la MINUSMA qui est mise en place, donc il y a un maillage territorial qui peut s'opérer. Il ne faut pas oublier aussi les dimensions bureaucratiques. Souvent, la grande histoire est faite de petites histoires bureaucratiques. Épervier est une opération qui existe au Tchad depuis 1986. En fait, Barkhane, c'est Serval plus Épervier. C'est quelque chose qui... Alors, en fait, depuis 82, il y a des opérations françaises au Tchad. 86. 86, ouais. Des opérations françaises. Et après, il y a Serval en 2013. Et en fait, après Serval, ça devient Barkhane. Et en fait, on peut faire une continuité entre 86 et 2022 d'une opération française sur un territoire plus ou moins élargi. Tout à fait. Dans cette région-là. Tout à fait. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il a fermé une opération comme Épervier, c'est des économies en termes de coûts et de matériel. Mais que là, on ne voulait pas tout à fait partir du Tchad. Donc, c'était l'occasion d'y rester autrement. Je rajoute un dernier point. Qu'est-ce qui explique qu'on passe aussi facilement de Serval à Barkhane ? Pour moi, il y a une forme d'hubris chez les autorités politiques et les autorités militaires. Ça marche. Du coup, on continue. Et pourquoi pas ? Surtout qu'on n'est pas empêché par nos puissants alliés. C'est pas les Américains qui vont nous dire stop, vous allez trop loin, c'est pas les Britanniques. Tout simplement parce que Serval est considéré comme un succès. Les Français sont dans leur zone d'influence habituelle, ils savent faire, ils ont les repères. Et puis en plus, la réactivité d'une puissance moyenne est sans égale, dans cette partie de l'Afrique en tout cas. Donc oui, il y a une forme d'hubris qui explique qu'on passe de l'un à l'autre et qu'on se dise mais on va contrôler 5 territoires. C'est quand même énorme. Bah, du coup, viens, on se concentre sur Serval. Et tu parlais de Konna, du coup c'est une commune qui est un peu à la jonction. En fait, le Mali, c'est un peu de deux parties. En haut, il y a ces groupes à la fois indépendantistes et ces groupes à la fois salafistes. On a cité 3, Moudjahou, Ansardine, AQMI. AQMI, c'est Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et après, il y a aussi le groupe du mouvement de libération de l'Azawad. Et en fait, ces groupes-là dirigent le territoire du nord du Mali. Et à un moment, ils font cette incursion-là. La France réagit. Mais en fait... Du coup, dans le récit global, c'est que la prise de Konna, du coup, c'est un peu cette jonction-là entre le nord et le sud, explique l'intervention française. Mais toi, et en fait, avec aussi Johanna Siméon et Florent
Florian Pouponneau. Florent Pouponneau. Florent Pouponneau, excusez-moi. Vous avez dit, en fait, il y a d'autres choses qui expliquent avant. Et en fait, il y avait déjà des troupes françaises au Mali. Alors, au Mali, non, elles étaient juste à côté. Les forces spéciales françaises n'étaient pas très loin. Alors, attention sur la partition du Mali. Cette dichotomie nord-sud est quand même assez artificielle, sachant que tu n'as pas de frontière nette entre le territoire du nord et le territoire du sud. Un autre élément, c'est que pour Paris, les terroristes, c'est les djihadistes. Pour Bamako, les terroristes, c'est les indépendantistes touaregs. Donc, au départ, on est sur un problème, un quiproquo, qui n'est pas tout à fait un quiproquo. Je rajouterais qu'au sein des armées françaises, tout le monde n'a pas les mêmes options. La diplomatie assez classique va te dire on ne peut pas soutenir les indépendantistes parce que ce serait agir contre Bamako. Et notre but, c'est de soutenir un État autour de sa capitale. La DGSE va te dire attendez, vous plaisantez, nos sources d'informations les plus efficaces sur zone, et les gens qu'on connaît le plus depuis quelques années déjà, ce sont nos Touaregs. Donc on ne pourra pas agir sans un accord diplomatique avec les Touaregs. Et donc oui, Konna agit comme une sorte de verrou. Si on ne les stoppe pas là, rien ne les empêchera d'aller jusqu'à Bamako. Donc c'est Konna, mais c'est aussi l'aéroport de Mopti-Sévaré. On va mettre en place des forces spéciales avant même la décision du 11 janvier, histoire de les prépositionner. Et c'est les forces spéciales de l'opération Sabre, qui ne sont pas censées être au Mali, mais qui sont projetées sur l'aéroport de Mopti-Sévaré quelques jours avant. Tout simplement, l'aéroport, c'est une zone d'entrée ou de sortie dans un conflit. Donc si la France doit intervenir massivement, contrôler l'aéroport, c'est pouvoir acheminer des troupes. Et du coup, comment on passe de ce moment-là où il y a toutes ces informations, du coup on se rend compte qu'il y a des forces spéciales, il y a ces informations-là, comment on rentre en guerre? Est-ce que c'est par un discours? Est-ce que c'est par François Hollande qui dit à la télé on rentre en guerre? Est-ce que c'est par un lancement de troupes? À quel moment on dit que la guerre commence? Excellente question, c'est tout le projet de cet ouvrage. On est très loin du modèle de la Seconde Guerre mondiale où c'est le Parlement qui déclare la guerre. Aujourd'hui, en toute probabilité, on est dans une situation où le Parlement ne va pas déclarer la guerre. Je parle de l'article 35 de la Constitution. Pour caricaturer, j'aurais tendance à croire qu'on glisse ou on entre en guerre davantage sur les réseaux sociaux que par une déclaration du Parlement. Donc je serais bien incapable de dater au carbone 14 le moment de l'entrée en guerre, mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont on y glisse subrepticement, nous en tant que société. Par exemple, il faut bien comprendre que nous, notre définition de la guerre, c'est le fait d'envoyer des hommes armés dans un pays étranger pour y mener des combats. Évidemment, toutes les puissances occidentales font ça avec des forces spéciales ou des services d'actions de leurs services secrets, bien évidemment. Là, on parle quand même de 5000 hommes, donc c'est particulièrement visible. Et donc, c'est cette idée qu'on glisse dans le conflit, qu'on glisse en guerre. Tu as soulevé un point important, c'est la dimension performative du discours sécuritaire. Quand le chef des armées, dans la Constitution française, le président a dit « nous sommes en guerre », est-ce que ça a un effet mécanique sur notre situation? Je rappelle que François Hollande était en guerre contre un virus. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, pardon. J'ai fait un saut d'entendre. Oui, Emmanuel Macron a dit « nous sommes en guerre contre un ennemi de l'ombre ». C'est ça. Et alors, pire que ça, il a fait une anaphore. C'est-à-dire qu'il a multiplié la métaphore de « nous sommes en guerre » pendant 3-4 phrases. Oui, tu as raison. Hollande, c'est au lendemain des attaques du Bataclan. Donc le 16 novembre, il réunit le Parlement au Congrès à Versailles et il commence par « nous sommes en guerre ». Justifié par le fait que c'est une attaque sans précédent et que c'est une attaque contre les valeurs de la République au cœur du territoire. On a la même situation aujourd'hui en Ukraine. Notre président ne nous a pas dit qu'on était en guerre, mais notre ministre de l'économie nous a dit que nous préparions une économie de guerre. Donc c'est particulièrement intéressant. Pour répondre à ta question, je serais incapable de te dire si nous sommes effectivement en guerre. Ce que je pressens, c'est que ça ne dépend pas forcément de l'aspect performatif du discours du chef des armées. Du coup, par exemple, pour reprendre cet exemple-là, oui, il y avait déjà un glissement vers la guerre avant qu'à un moment François Hollande mette les mots dessus. Oui. En tout cas, il y a des préparatifs. Dans l'ouvrage « Entrée en guerre au Mali », il y a tout un chapitre sur la diplomatie française. Donc, comme je l'ai dit, à l'automne 2012, avant l'intervention, l'option numéro 1 portée par le président de la République, c'est « nous n'intervenons pas directement ». Donc les diplomates, à l'ONU ou auprès de la CEDEAO, essayent de mobiliser les armées africaines pour qu'elles prennent leur part, tout en sachant pertinemment qu'il est peu probable que les armées africaines soient en mesure d'intervenir au cas où. Donc on peut dire, et c'est montré dans l'ouvrage, que les diplomates servent à préparer la guerre avant toute chose, ou les diplomates servent à préparer le déploiement militaire. C'est-à-dire, en fait, les diplomates poussaient la CEDEAO, du coup, qui est la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, qui sont un peu l'Union européenne, on va très light, de l'Afrique de l'Ouest, avec 15 États membres, dont le Mali fait partie, dire, ok, vous allez vous occuper de ça, mais en fait, tout en sachant très bien qu'ils n'en étaient pas capables.
disons qu'au sein de l'appareil d'État français, tu as plusieurs versions. Tu as ceux qui estiment que les armées africaines doivent intervenir en première ligne, et tu as ceux qui vont dire non, ça n'est pas possible, c'est un vœu pieux. En dehors des armées tchadiennes à proprement parler, les armées locales ne sont pas en capacité de le faire. Et tout ça au sein d'un même département ministériel. Par exemple, aux affaires étrangères, le sous-directeur Afrique de l'Ouest tient cette option en disant mais vous vous mentez à vous-même, jamais les armées africaines n'auront les moyens de mener ce type d'opération. Donc il n'y a pas les mêmes options qui sont présentées au sein du bureaucratie, en effet. Et il y a quelque chose d'intéressant pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, parce qu'on disait quand est-ce qu'on rentre en guerre, mais il y a aussi contre qui on rentre en guerre. Et du coup, tout à l'heure, tu disais, bon, bah, pour en fait, le gouvernement malien de l'époque, bah, en fait, c'est du coup plutôt les mouvements de libération de l'Azawad, les mouvements indépendantistes qui sont les terroristes, qui sont l'ennemi. Pour la DGSE, ça va être aussi, ça va être plus les terroristes. C'est ça. Et en fait, tout le monde rentre en guerre, mais peut-être pas forcément contre les mêmes ennemis, c'est pas exactement... Tout à fait. Alors, l'ennemi n'est pas clairement désigné, je rajouterai a fortiori parce qu'il ne s'agit pas d'un ennemi étatique. C'est plus compliqué, c'est ça? C'est a priori plus compliqué. La qualification de terroriste pour un groupe pour justifier une intervention, on sait faire, il suffit de le mettre dans une liste noire. Mais je te donne un autre exemple. Même en cas de... Comment est désignée la Russie officiellement dans les propos des dignitaires français, que ce soit le gouvernement ou les militaires? Compétiteurs ou adversaires? Pas ennemi. Donc même lorsque tu as un État hostile, la qualification d'ennemi pose des problèmes. Donc pour un groupe dit terroriste et ou salafiste, ça pose encore plus de problèmes. Et donc pour répondre à ta question, jusqu'à présent, il ne s'agissait pas de guerre. Il s'agissait d'interventions armées visant à réhabiliter la souveraineté d'un pays ami. Donc des petites opérations coup de poing, avec un usage modéré de la violence limité dans le temps. Officiellement, en France, on n'a pas connu la guerre depuis 1940, depuis au moins 3 ou 4 générations. Donc soit tu prends une définition très clausewitzienne de la guerre, en fait, c'est-à-dire classique, confrontation interétatique, à ce moment-là, il n'y a plus de guerre, il n'y a que de la compétition stratégique. Ou alors tu changes ta définition et tu parles de la projection d'éléments armés, et à ce moment-là, la France est la puissance qui a mené le plus de guerres en Afrique sur les 20 dernières années ou les 30 dernières années, incontestablement. Est-ce que c'est une présence, ouais, comme on disait tout à l'heure, une présence qui ne part pas? Alors elle diminue. Si tu prends les chiffres de la présence militaire française au moment des accords, après la décolonisation des accords de défense, et tu les prends aujourd'hui, ça diminue de manière constante, notamment après 2021 et 2022, les coups d'État au Sahel et l'impopularité française au Sahel. Incontestablement, les chiffres ont été divisés par 10 sur la période. Donc oui, les effectifs militaires français diminuent incontestablement. Est-ce que... Mais du coup, on montre qu'il y a quand même une espèce... Même si c'est à baisse, il y a quand même une continuité. Est-ce que cette intervention, que ce soit Serval ou Barkhane, ça rentre dans une analyse une intervention coloniale, quoi? Alors moi, je prendrais le terme avec des pincettes. Il y a incontestablement du post-colonial dans la manière dont l'armée française intervient, dans la manière dont elle est attendue, mais la lecture post-coloniale ne suffit pas elle-même à expliquer cette dynamique d'intervention. D'abord, ce qu'il y a de post-colonial, c'est le fait que la France y a des repères, la puissance française a des repères, elle maîtrise la langue, et puis surtout, elle est attendue par ses alliés. Les Français, l'Afrique de l'Ouest, pour les Britanniques ou pour les Américains, dans un cadre onusien, laissons-les faire. Mais y compris par les chefs d'État locaux. Donc il y a incontestablement des référents coloniaux dans la manière dont les officiers français justifient leur utilité ou leurs actions. Ça, c'est un premier point, c'est incontestable. Il y a aussi des systèmes d'attente chez les alliés, et puis des systèmes d'attente locaux. Ça, c'est du post-colonial dans la mesure où, en gros, les actions que tu mènes aujourd'hui sont tributaires de ce que tu faisais hier. Mais on oublie une part très importante de l'énigme, la lutte contre le terrorisme, le consensus sur une guerre sans fin depuis 2001. Donc en fait, il y a aussi une grille de lecture qui est purement antiterroriste et qui n'est pas liée qu'à la grille de lecture postcoloniale. J'ajouterai un dernier élément. Le Mali n'est pas l'exemple typique du précaré de Jacques Foccart. C'est pas vrai. Il y a des meilleurs élèves de la relation. Jacques Foccart, c'est celui qui s'occupe, après De Gaulle, de maintenir la relation avec la France-Afrique, pour dire très vite. Ouais. Le Mali n'est pas le meilleur exemple de la relation France-africaine, de loin. C'est-à-dire que tu peux trouver des pays qui sont plus liés au précaré français que le Mali, jusqu'à peu de temps. Et par ailleurs, les ressources naturelles du Mali, contrairement à ce qu'on en dit, sont extrêmement limitées d'un point de vue français. Oui, j'aimerais bien te demander, parce qu'on avait regardé par rapport... En fait, il y a beaucoup, quand il y a des interventions militaires en général, et par exemple pour ce cas-là, on justifie beaucoup par des intérêts économiques ou par exemple miniers. Mm-hmm. Mais pour le cas du Mali, je crois qu'on avait regardé, c'était le Mali est le 150e partenaire commercial français, et ils n'ont pas spécialement... Enfin, il y a Total, je crois, là-bas, mais il n'y a pas spécialement de grandes... Il n'y a pas spécialement d'intérêt économique fort. Il y a le Niger à côté, où il y a l'uranium.
Mais sinon, c'est pas spécialement, pour moi, c'est pas spécialement une explication. Tout à fait. Moi, j'appelle ça du pétrodéterminisme. C'est un peu le problème de l'analyse géopolitique. C'est-à-dire déterminer une intervention par les ressources du sous-sol ou par des denrées matérielles. C'est une dimension importante. C'est une dimension importante de l'intervention américaine en Irak. Les questions des puits de pétrole. Mais ça n'est pas la seule. En l'occurrence, au Mali, je ne vois pas l'intérêt. On a dit à l'époque que l'intérêt, c'était de sécuriser l'approvisionnement en uranium depuis le Niger, mais il y a des forces spéciales françaises qui s'occupent de ça. Je n'ai pas besoin d'envoyer 5000 hommes au Mali pour surveiller le Niger. Je peux travailler à une diversification de mes approvisionnements. D'ailleurs, la France commence à le faire en Asie centrale depuis qu'elle se fait chasser du Niger et que ça se passe moins bien. Je suis très sceptique sur ces explications économicistes sur les origines d'une entrée en guerre. Ça peut compter. Je n'en ferai pas un critère plus important que les autres. Surtout qu'en fait, c'est projeter quelles sont les raisons pour les décideurs de rentrer en guerre. Et du coup, là, ce qui est intéressant dans votre ouvrage, c'est que vous êtes allé interroger ces personnes-là. Vous êtes allé à la fois interroger des diplomates, des militaires, des chefs d'État. Vous avez rencontré François Hollande. Vous allez demander aux gens pourquoi vous êtes rentré pourquoi vous avez un. Alors, c'est peut-être pas exactement comme voilà. ça. Hein. On va pas commencer par ça. Il y a des... Ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu prends un diplomate, un officier du renseignement, un militaire, un conseiller en cabinet ministériel, que tu prends le temps de discuter avec lui, au bout d'un certain temps, la question du pourquoi, elle se dilue complètement. Il ne va pas te sortir une raison, parce qu'il fallait y aller, parce que c'est la responsabilité morale de la France, pour empêcher Bamako de devenir un sanctuaire terroriste qui va envoyer des méchants que chez nous. Les raisons... En fait, le problème du postulat de la rationalité, les individus agissent rationnellement, c'est que tu peux mobiliser toutes les raisons que tu veux pour intervenir, et dès qu'il y a une raison qui ne convient pas, tu peux l'acheter à la poubelle. On intervient pour défendre des intérêts économiques? Ah bah non, il n'y en a pas trop? Ok. On intervient pour la grandeur de la France? Oui, mais la France est une puissance moyenne. Ok. On intervient parce qu'on est solidaire avec le Mali, que le président nous a écrit une lettre pour qu'on intervienne? Oui, mais la lettre, c'est toi qui l'as rédigée. En demandant au président d'enlever quelques éléments de précision, au départ le président malien. Oui, c'est ça, on peut rentrer dedans, c'est que aussi un des grands trucs, c'est que le président malien a envoyé une lettre à la France pour demander de l'aide. Et ça, c'était un peu une justification de dire, on nous a demandé de l'aide, on intervient. Mais en fait, vous vous rendez compte que cette lettre, elle est antidatée? Elle n'est pas antidatée. Le président malien suit le protocole, adresse une lettre à l'ambassade de France au Mali, qui remonte à la cellule diplomatique de l'Élysée, et cette lettre stipule que le Mali demande un appui-feu, sous-entendu simplement un appui aérien pour mener des troupes au sol. Les diplomates de l'Élysée répondent qu'il ne faut pas caractériser ou spécifier la nature de l'appui français, tout simplement pour augmenter la marge de manœuvre des Français. Donc je veux bien que le président, par intérim, ait envoyé une lettre. Cette lettre est largement retoquée par les services de l'Élysée. Et du coup, il lui renvoie la lettre, il corrige, et il renvoie une autre lettre. Tout à fait. Mais est-ce que la lettre, quand elle est renvoyée, c'est après l'intervention? Non, le timing est bon, ça se joue à quelques heures près. De même, si tu veux, sur la question de la légalité de l'intervention, je ne suis pas spécialiste du droit international, mais il y a une résolution de l'ONU en décembre qui prévoit en gros l'usage possible de la force en cas de dégradation, mais cette résolution ne dit pas que la France interviendra seule. Là, on est en 2013-2012. On est à la fin de l'année décembre 2012, à peine un mois avant l'intervention. Il y a une résolution de l'ONU, mais à aucun moment il est stipulé que la France interviendra seule. Or, la France intervient seule. Les troupes tchadiennes mettront 1 semaine à 10 jours à pouvoir rejoindre les effectifs français sur place. C'est une intervention française sous le mandat de l'ONU, mais c'est vraiment intervention française. C'est ce que nous, on a appelé un unilatéralisme régionalisé. C'est-à-dire que... Il y a beaucoup de syllabes là. Je sais, c'est une phrase de chercheur, mais ça veut dire qu'en fait, la France fait tout pour augmenter sa marge de manœuvre, mais que diplomatiquement, elle prépare le terrain en multilatéral, vis-à-vis des puissants alliés, mais vis-à-vis des États sahéliens aussi, en fait. Tu as une visite en Algérie en décembre qui consiste à dire, est-ce que, en cas de besoin, on peut survoler votre territoire? Tu me dis comment on glisse dans la guerre. C'est une préparation des différentes options de guerre. Je reboute aussi sur un truc que tu m'as dit tout à l'heure, comment on glisse dans la guerre. Dans notre pays, on a des militaires. La planification des interventions, c'est leur boulot. C'est le centre de planification de conduite des opérations qui reçoit des consignes politiques et qui fait ce qu'on appelle la planification froide. Donc eux élaborent des scénarios d'intervention 100 hommes au sol, avec 2000 hommes au sol, avec 5000 hommes au sol, dans un cadre ONU, sans cadre ONU. Donc ils préparent des scénarios d'emploi des forces. Ils font de la gestion de projet, j'ai envie de dire. Mais c'est exactement ça. Parce que moi j'ai fait de la gestion de projet, j'imagine, bon ok, j'envoie 5 experts, 2 experts, c'est etc. Ça. Des scénarios, des plans A, des plans B, des plans C. Exactement. Et du coup, comment on peut expliquer que du coup, on est en décembre 2012, François Hollande est au pouvoir depuis quelques mois, on glisse dans la guerre en fait déjà avant, et comment on explique ça alors? Quelles sont les dynamiques qui sont au sein de l'État qui peuvent commencer à expliquer le fait que en décembre 2012, François Hollande il est là, il découvre ses dossiers, il n'est pas Alors il les découvre en mai 2012, c'est la passation de pouvoir avec Nicolas Sarkozy.
Le dossier malien n'est pas tout en haut de la pile, mais il est quand même dans la pile. C'était parmi les grands enjeux internationaux de la passation de pouvoir, cette question est évoquée. La question que tu poses, c'est quelle est l'opportunité? Quelle est la divine surprise? À partir de quand l'option présidentielle qui consiste à dire « laissons les armées africaines intervenir » bascule au profit de « on y va seul ». Alors ça, c'est très intéressant. Avec 5000 hommes. Alors, c'est progressif. Oui, au départ, c'est quelques centaines de forces spéciales, mais ça va aller jusqu'à 5000 hommes, tout à fait. Alors, quelle est cette divine surprise? La colonne de pick-up, les colonnes de pick-up, parce qu'il n'y en a pas qu'une en fait, François Hollande, dans son discours Alors, il fait un discours télévisé le 11 janvier pour expliquer aux Français pourquoi il décide d'intervenir, et il parle d'agression caractérisée. Et dans nos entretiens, un certain nombre de hauts fonctionnaires disent « Mais ça y est, le 11 janvier, on tient, pas forcément notre prétexte, mais notre opportunité. On a des pick-up qui descendent, et en plus, on me rajoute, ces gens sont un peu bêtes, parce que quoi de plus visible que des pick-up dans un désert, pour nous qui avons la couverture aérienne. Donc on tient à notre effet, on tient à notre divine surprise, on tient à notre agression caractérisée, qui peut justifier l'envoi des forces spéciales dans un premier temps. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que la préférence présidentielle, on n'y va pas seul, bascule. Ça bascule pas le 11 janvier. Quand Al-Khali commence à couper ses communications, quand on se dit c'est bizarre, les groupes salafistes et les groupes irrédentistes sont en train de briser leur accord. Il y a des écoutes téléphoniques aussi sur les dignitaires des groupes AQMI, Moudjahou, etc. Donc on sent qu'entre le 7 et le 11 janvier, peut-être il se passe quelque chose. Et donc ça, oui, c'est vrai, on a un retournement très rapide. Alors il faut bien savoir que Hollande n'est pas seul, il a un entourage, il a un chef d'état-major particulier, chef d'état-major des armées. Mais oui, il y a une sorte de divine surprise, et l'agression caractérisée que constitue cette colonne de pick-up est un élément clé qui peut permettre. Il faut bien voir que c'est visuel, ça ressemble à un Pearl Harbor dans le désert. Quand tu es une autorité politique, c'est compliqué de dire à tes contribuables, on va y aller. Sauf que là, j'ai une colonne de pick-up. Là, tu as une photo de drone, avec, un peu comme on voit dans les films. Alors, c'est pas de drone, c'est un C-130. Mais surtout, entre le moment où toi, président de la République, chef des armées, tu dis « je vais soutenir un pays ami », et le moment où tu peux produire des images au journal télévisé de 20 heures, il y a à peine 2-3 heures. Quelle politique publique, en dehors de la politique publique de défense, te permet de produire des résultats en 2 heures? C'est d'une efficacité redoutable. Donc, il y a quelque chose de très télégénique dans ce storytelling des colonnes de pick-up, en fait. Je voulais aussi qu'on rebondisse sur un truc que tu avais dit, c'est la guerre préventive. Ouais. En fait, dans ce qu'on dit là depuis le début, il y a plusieurs raisons. Il y a eu la raison, en fait, l'appel à l'aide du président. Il y a eu la raison, la descente des pick-up. Et il y a aussi quelque chose que tu as dit, c'est la guerre préventive. Qu'est-ce que ça veut dire? Et un peu aussi dans le cadrage du terrorisme. En fait, est-ce qu'on a fait la guerre au Mali pour empêcher la guerre en France? C'est une très bonne question. Oui, les arguments sur le sanctuaire, pourquoi est-ce qu'il faut... Je vais exagérer, mais Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, parle de Sahélistan pour parler de la situation au Mali. Sahélistan. Oui, référence à l'Afghanistan. Ouais, c'est un jeu de mots pour relier la problématique antiterroriste au Mali de la problématique antiterroriste en Afghanistan. On pourrait se dire, de manière caricaturale, on se contrefout que le Mali devienne une théocratie. Je veux dire, indépendamment des conséquences humanitaires et du sort des Maliens eux-mêmes. Notre problème à nous, c'est que la violence djihadiste revienne jusqu'en France par les voies migratoires. Donc en effet, on veut empêcher la constitution d'un sanctuaire terroriste par crainte que les attentats ne remontent jusqu'à nous. Est-ce que c'est que les attentats ou est-ce que c'est juste aussi la migration? Oui, la migration, c'est aussi l'un des problèmes qui est constaté. Je rajoute que la Libye a été déstabilisée à cette époque et qu'on a des routes migratoires qui s'ouvrent. J'ouvre une parenthèse qui est intéressante. C'est qu'au moment où François Hollande, le 11 janvier 2013, dit « on va intervenir », et il l'explique, pour empêcher la constitution d'un sanctuaire terroriste, aucun des services de renseignement de l'État n'est en mesure de prouver qu'un attentat n'ait jamais été préparé depuis le Sahel sur le territoire français. Jamais. Il y a des attentats qui sont préparés depuis la zone irakienne et syrienne, on le sait, mais on explique qu'il faut empêcher Bamako de sombrer comme sanctuaire terroriste, alors que jamais aucune tentative d'attentat depuis le Sahel n'a été préparée sur le sol français. La DGSI n'a aucun élément, la DGSE n'a aucun élément, le juge antiterroriste qui va bien n'a aucun élément. Donc on ne peut pas démontrer que les autorités françaises ont prévenu un attentat en France. Ça n'est pas vrai. Ça, on le saura avec Hollande. Et donc, pour revenir sur ta question, c'est une guerre préventive, mais elle n'est pas assumée ni au plan juridique, ni au plan doctrinal comme telle par les armées françaises. Je te fais un parallèle. Comment les États-Unis justifient l'intervention en Irak en 2003-2004 ? Par une guerre préventive. Ils font une conjonction entre État terroriste et armes de destruction massive. Armes de destruction massive qu'on n'a jamais retrouvées. Donc, au plan purement doctrinal, l'intervention en Irak est une guerre préventive. Empêcher un adversaire de me menacer moi.
C'est exactement ce qui s'est passé au Mali. S'il faut intervenir pour empêcher une capitale de basculer comme sanctuaire terroriste, j'ai donc pris le risque d'intervenir avant que ça se produise. Je peux aussi attendre qu'ils se mettent en place et bombarder Bamako. C'est une possibilité. Et pourtant, moi, quand j'interroge les officiers, ils ont un mal fou. Je le fais avec provocation, je leur dis, mais je ne savais pas que la France avait officiellement souscrit à la doctrine préventive de la guerre américaine contre la terreur. Et là, ça freine des cas de fer. Même sur la question juridique. Mais attendez, la résolution de l'ONU, elle ne prévoit pas que la France intervienne seule. Attendez, la lettre a été retoquée. Là, on voit que les militaires ont un mal fou. C'est quoi leur réaction quand tu leur remets ça? Ils ne répondent pas. Le pire, c'est les diplomates. Les militaires ne répondent pas. Les diplomates, ils vont commencer à bégayer. C'est assez courant. La légalité des interventions, elle est toujours discutable en soi. Mais tu vois, il y a un truc quand même avec cette intervention, c'est qu'elle fait, et même encore aujourd'hui dans nos esprits, tu vois, par les raisons, elle fait consensus. Il n'y a personne aujourd'hui, que ce soit dans le débat public français ou même, je pense, dans l'imaginaire collectif, qui dit « Oh, ça va pas trop de faire la guerre, quoi. » Ce qui est quand même un peu quelque chose, après, tous les présidents disent « Oui, on est là pour la paix », mais pourtant, là, on a fait la guerre, et tout le monde est assez d'accord avec ça. Oui, le consensus continue. Il fallait intervenir au Mali. La seule question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il fallait transformer Serval en Barkhane ? Et certains officiers en off vont me dire on aurait dû partir au moment de Serval, on aurait dû partir une fois qu'on a neutralisé les grands chefs djihadistes en 2017 et en 2018. Il fallait partir sur un succès, en gros. Donc, oui, pour beaucoup de personnes, il fallait intervenir. Nous, notre propos, c'est pas de dire qu'il ne fallait pas intervenir, mais c'est sous quelle forme ? Tu peux envoyer des forces spéciales, tu peux te contenter de laisser les dignitaires s'installer à Bamako et bombarder la ville. Les options existaient. Tu peux aussi mettre en place des mesures de rétorsion économique, par exemple. Tu peux aussi militariser la CEDEAO, les pousser par derrière pour leur donner davantage de moyens d'intervenir. Je rajoute enfin, et ça c'est un vrai problème, c'est un autre sujet, peut-être qu'on aura le temps d'y venir, c'est qu'on n'a pas de débat démocratique. C'est-à-dire qu'on est dans une démocratie représentative. A priori, l'arène où on devrait discuter de ces choses-là, c'est le Parlement. Il y a eu une réforme constitutionnelle en 2008 qui dit qu'en cas d'intervention militaire, le président informe le Parlement dans les 3 jours, juste informé, et qu'ensuite, au bout de, je ne sais plus si c'est 3 ou 4 mois, je dirais 4, le Parlement est amené à voter pour ou contre le prolongement de l'intervention. Donc en gros, quand on mobilise les parlementaires français sur Serval, la question c'est pas faut-il intervenir, mais fallait-il intervenir ? Or, quelques mois après, l'effet est déjà obtenu. Quel parlementaire va se tirer une balle dans le pied en disant des Français sont morts pour rien, on n'aurait jamais dû aller là-bas ? Donc ça fait consensus parce qu'on ne demande pas l'avis aux gens et qu'on leur demande leur avis une fois que l'intervention est déjà là. En plus, normalement, après, quand tu demandes l'avis après, généralement les gens ils sont plus à même de pouvoir dire c'était pas hyper bien. Mais après, comme il y a eu un peu aussi avec Serval un retour qui était que ce que tu disais avec les Américains ou d'autres puissances alliées qui disaient « Ah, c'est un succès !» Toute l'armée française dit que c'était un succès. Pourquoi c'était un succès ? C'est intéressant, c'est que moi... Comment on définit un succès même en guerre ? Tout à fait. Alors, si tu es un militaire, le succès dépend des objectifs qui t'ont été fixés et de comment tu vas les atteindre. Il y a une unanimité en France sur ces 3 premiers mois. C'est d'ailleurs ce qui fonde moi mon intérêt. J'ai bossé sur l'ex-Yougoslavie, donc Bosnie, Kosovo, Afghanistan. Et le Mali... C'est incroyable, l'unanimité sur le succès de l'intervention française. Oui, parce que je vais juste faire une précision, on n'est pas là pour dire il fallait pas intervenir, on est juste en train de questionner comment déjà on rentre en guerre, quelles sont les raisons, parce que là on voit que les raisons elles sont multiples, et aussi, en fait, pourquoi là il y a un consensus, et pourquoi personne forcément... Normalement, dans un débat politique, il y a tout le temps quelqu'un qui dit non, je suis pas d'accord, et là il n'y a pas spécialement le cas. Et c'est absolument pas. Du coup, ça rend un peu l'objet étrange en fait. Tout à fait, ça rend l'objet étrange et digne d'intérêt. Alors pour te donner un exemple, le chef des armées, président de la République, François Hollande, nous dira en entretien « On habille le costume présidentiel qu'une fois qu'on rentre en guerre ». Quelque chose d'habilitant dans le rapport à la guerre. Si tu écoutes les autorités politiques de l'exécutif, gouvernement et les ministres, tout le monde se félicite du succès de l'intervention. Les parlementaires, y compris d'opposition, idem. Mais je vais aller... Le journaliste, pareil, il y a un chapitre sur le consensus chez les journalistes, chez les parlementaires dans l'ouvrage, mais j'irai plus loin que ça. Les militants anti-France-Afrique, que ce soit les associations type Survie ou que ce soit des associations militantes qui souhaitent briser le lien post-colonial, on les entend pas en janvier 2013. Le silence est assourdissant parce que eux aussi sont convaincus que Bamako va sombrer aux mains des djihadistes. Donc l'unanimité est très large. Et je vais te donner un dernier exemple, et ça flatte beaucoup les officiers français. Les think tanks américains,
les grands think tanks américains type Rand Corporation, via Michael Churkin ou Chivis par exemple. C'est des grands think tankers américains proches de la CIA et de la Rand Corporation, et qui parlent un français parfait et qui savent enquêter avec les officiers français. Leur ouvrage dit « Waouh, cette guerre contre le terrorisme menée par une puissance moyenne en Afrique de l'Ouest, c'est impressionnant. » Et donc, pour un officier français, même quand les think tanks américains vous disent bravo, on est vraiment convaincu de ce succès-là. Donc oui, il y a une unanimité pour dire 3 mois après l'intervention, bravo les Français, vous avez fait un sacré boulot. Et ça, c'est rare à propos des interventions post-bipolaires. C'est très rare au bout de 3 mois de constater un succès. Alors comment on valide le succès? C'était ta question. C'est très simple. Enfin, c'est très simple. Rhétoriquement, c'est très simple. On annonce des élections libres à venir. Quand une armée intervient dans un autre pays, une armée occidentale intervient dans un autre pays, pour signifier l'abaissement des hostilités et la transition démocratique ou la transition politique, il y a une seule chose à faire, annoncer la tenue d'élections libres et annoncer pour telle date le fait que l'armée sera formée, que la police sera formée. Et donc François Hollande annonce très très vite les élections. Il se rend, je ne sais pas si tu as cet épisode en tête, Bamako. Alors j'ai pas la date, mais on est 3-4 mois après l'intervention, et il dira « c'est le plus beau jour de ma vie politique ». Attends, quoi? François Hollande, se rendant à Bamako, au moment où la France a reconquis l'essentiel du Nord, tiendra ce discours devant une foule en liesse. Il faut savoir qu'on n'est pas encore en 2021-2022, il y a les drapeaux français, au cri de Papa Hollande notamment. Il dira « c'est le plus beau jour de ma vie politique ». Cette foule en liesse qui remercie d'être intervenu. Il y a 2 choses là, c'est parce que d'abord il y a ça, et juste avant tu disais, il vous a dit, j'ai enfin enfilé le costume présidentiel au moment où j'ai fait le discours. Alors il le dit pas comme ça, il le dit pas avec fierté. En gros, c'est plutôt sous la 5e République, on ne devient président qu'à partir du moment où on rentre en guerre. En tout cas, ça fait une partie de la dimension de la légitimité du président. Du coup, vous avez pu vous entretenir avec lui. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous a dit sur ce moment-là, du coup, sur ce moment de rentrer en guerre? Comment lui, quelles ont été ses options? Parce qu'en fait, quand on est chef d'État, on n'a pas tout le dossier, on en propose une liste d'options, plan A, plan B, plan C. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il vous a dit sur ce moment-là? Et lui, en plus, de ce qu'on voit publiquement, c'est quelqu'un après qui est très émotionnel. Enfin, j'ai les images de lui au Bataclan. Quelles ont été ses réactions aussi un peu émotionnelles vis-à-vis de ça? Alors, ça me donne l'occasion de livrer 2-3 anecdotes sur notre rencontre avec François Hollande. Donc, on lui adresse un courrier. Les anciens présidents de la République ont toujours un staff autour d'eux. Ils ont toujours un cabinet, un chef de cabinet. Donc on adresse un courrier via sa chef de cabinet et on lui dit on aimerait avoir un entretien avec vous sur l'entrée en guerre au Mali. Réponse de Hollande via la chef de cabinet, je suis disposé à vous faire un entretien sur le soutien apporté par l'armée française au Mali. Nuance. Donc on se rend à l'entretien, ça se passe très bien. Moi je le dis, alors on arrive, l'entretien ça doit être 2017-2018, donc on arrive 4 ans après les faits, 4 ou 5 ans après les faits. Première chose, je dois le dire, c'est un entretien d'1 heure et quart. Je suis impressionné par sa maîtrise du dossier. C'est-à-dire nous, on lui pose des questions précises. Tel jour, telle date, tel intermédiaire. Il a les noms de localités, il a les noms de son entourage. Donc, il connaît le dossier. Je ne sais pas s'il a révisé, mais il connaît le dossier. En fait, il valide l'essentiel des hypothèses, à savoir que son option préférentielle, c'est de ne pas intervenir directement. À savoir que non, les services français n'ont pas d'informations comme quoi au Mali se prépare un attentat sur le sol français. Et que beaucoup de choses changent en janvier, qui constituent aussi l'opportunité. Par exemple, un détail, quand on demande à François Hollande, mais attendez, le scénario qui consiste à dire que quelques centaines de djihadistes sont capables de prendre une capitale comme Bamako, de plusieurs centaines de milliers d'habitants, vous y croyez? Il y croit. Il me dit oui, ça s'est vu par le passé. Ça s'est vu à Tombouctou, ça s'est vu dans certaines zones irakiennes. Quelques centaines de djihadistes peuvent tenir une ville. Donc ça se voit que ce scénario, dans sa tête, il est probable. L'entretien se termine. Et puis, nous, on décide de le retranscrire, l'entretien, et puis de le faire valider, pas de le faire valider, mais de confronter Hollande quelques mois après à ses propres propos. Aucune réponse pendant 1 an. Rien. Il ne calcule pas. Sauf que, coup d'État au Mali, le premier, 48 heures après, on a un mail de François Hollande qui est disposé à revenir sur l'entretien et qui modifie 20 ou 30% du contenu de l'entretien. Tout d'un coup, c'est revenu à l'actualité, du coup. En fonction de ce qui s'est passé entre-temps. Donc voilà notre rendez-vous avec Hollande. Alors, ça dit aussi des choses des chercheurs. Quand vous m'avez subi en tant que... Tu m'as subi en tant qu'étudiant, pardon. La question qui se pose, c'est quand tu fais un entretien, est-ce que tu respectes l'oralité quand tu le retranscris? Sachant que les diplomates ont horreur de ça, mais un individu qui s'exprime à l'oral, c'est pas une jolie syntaxe. Il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point. C'est des 3 petits points en permanence. C'est des des bas. Et donc là, je ne sais pas pourquoi, respect pour la figure présidentielle, on a largement anobli la parole du président.
On lui a enlevé ses E, on lui a enlevé ses A, ce qu'on n'aurait pas fait pour un officier ou un diplomate, par exemple. Donc il y a eu des joutes verbales entre Johanna, Florent et moi sur comment on retranscrit cet entretien, comment on fait. Donc voilà pour ce qui est de François Hollande. Grosso modo, pas de scoop. Il assumait l'essentiel des informations, y compris contradictoires, qu'on avait à lui soumettre, et il connaissait le dossier. Ça, c'est incontestable. Maintenant, parlons de Barkhane. Du coup, on était dans Serval, et à un moment, on est passé à Barkhane. C'est quoi cette opération? C'est quoi ses objectifs? Et en quoi elle diffère de Serval? Et c'était quoi aussi le moment où on a changé de l'un à l'autre? Donc Barkhane, c'est l'été 2014, c'est août 2014. Le but, c'est d'étendre l'opération française à la fois Serval au Mali et Épervier au Tchad à la zone du G5 Sahel, donc des 5 pays sahéliens, qui sont considérés comme une zone de transit, à la fois pour les groupes terroristes en termes de ravitaillement, mais aussi pour le grand banditisme. Et c'est cette idée que la France les troupes françaises, les troupes d'élite, c'est pas n'importe qui, vont se concentrer sur une zone frontalière, ce qu'on appelle les 3 frontières, pour casser ces réseaux logistiques et pour faire de la chasse pure et dure. Hein. Il faut bien comprendre que Barkhane, quand je dis chasse pure et dure, c'est je vais cibler les chefs terroristes, je vais cibler les logisticiens, je vais essayer de les attraper, et si je peux pas, je les neutralise. C'est quand même de la chasse antiterroriste. Et ça devient possible tout simplement parce qu'on a des supplétifs en termes de troupes africaines qui viennent, elles, faire du contrôle de territoire assez basique, être présents sur les places de marché, etc. Donc, Barkhane, c'est l'extension de Serval, ou l'extension de l'hubris liée au succès de Serval sur 5 territoires. Est-ce qu'on est passé du coup d'un moment d'empêcher quelque chose, du coup par exemple la prise de l'État malien, à un contrôle plus large d'une zone de 5 États en fait? Plutôt quelque chose qui serait de la sécurité? Tout à fait. Certains te diront que les objectifs de Serval sont clairement circonscrits, donc atteignables, mais que les objectifs de Barkhane n'étant pas clairement circonscrits, ils sont inatteignables. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, les militaires, les diplomates, sur les objectifs de Barkhane? C'est ça qui est intéressant, c'est que quand on fait l'enquête, c'est 2020, 2021, enfin de 2019 à 2020, 2021, et que le vent est déjà en train de tourner. Quand tu vas rencontrer un militaire, et que tu lui demandes, parlez-moi du succès de Barkhane ou de ses objectifs, en fait, l'effort du militaire, ça va être de tirer les marrons du feu. On ne peut pas dire que ça n'a pas marché. En fait, c'est pas possible. Donc on va sortir, même les autorités politiques, je sais pas si tu as vu, le ministre de la Défense, Le Cornu, a dit que c'était une faute de dire que l'intervention française au Sahel était un échec. Une faute au sens où vous ne respectez pas ce qu'on a fait pour les Maliens, vous ne respectez pas les morts pour la France. Le président de la République y est allé aussi de sa petite phrase pour expliquer qu'il était impossible de constater que ce bilan était un échec, que c'était un manque de respect pour les morts français, et qu'en gros que l'État africain n'était pas reconnaissant, les chefs d'État, et que si le Mali est toujours le Mali, c'est grâce à la France. D'accord. Donc si tu veux, c'est un gros paquet de dire, ne regardez pas vraiment les objectifs. Tu peux le penser, mais est-ce qu'en termes de communication politique, c'est bien vu de dire aux chefs d'État qui sont en train de te virer, vous devriez dire merci. Comme Trump avec Zelensky. Tu peux le penser furieusement, mais en termes de communication publique, est-ce que tu vas le dire devant des caméras? Ça marche parce qu'il y a un rapport de force qui est un peu écrasant, quoi. Et des caméras. L'humiliation, elle est publique. Diplomatiquement, on peut se dire des horreurs entre 4 murs, hein. C'est souvent comme ça que ça marche. Donc c'est très difficile de faire un bilan de Barkhane et du départ des troupes françaises. Alors les officiers qui sont critiques, ils vont te dire oui, ils vont te donner les mêmes explications que sur l'Afghanistan ou l'Irak. Il n'y a aucune intervention française de contre-insurrection qui ait jamais marché. Enfin, française ou occidentale, ça ne marche pas. Les explications sont toujours les mêmes. Soit on n'a pas assez anticipé l'après-crise, soit on a fait du militaro-militaire. On a oublié le développement, on a oublié l'alphabétisation, on a oublié les dynamiques pastorales. Mais ça, tu peux me le dire pour le Mali, tu peux me le dire pour l'Afghanistan, tu peux me le dire pour l'Irak, tu peux me le dire pour plein de choses. Certains officiers disent on a manqué le coche. Il fallait se retirer en beauté. Il ne fallait pas attendre 2022. Il fallait soit se retirer à l'issue de Serval, qui est un succès, soit se retirer au moment où on a réussi à atteindre les grands chefs djihadistes et à les neutraliser, Droukdel et quelques autres. Ça aurait été symboliquement une bonne occasion de se retirer. Et puis, dans cette idée qu'on n'arrive pas à analyser sereinement l'échec de Barkhane, quand tu regardes les explications politiques et militaires, c'est l'impopularité française est liée à la démagogie des gouvernements putschistes, pour qui c'est efficace politiquement, électoralement, même s'ils ne sont pas élus, c'est efficace politiquement de taper sur les Français, et l'action de Wagner, la désinformation de Wagner. Donc qu'il y ait corrélation entre ces deux mouvements, la démagogie des gouvernements putschistes et la désinformation de Wagner et le départ des Français, sans doute, qui est causalité, ça reste à démontrer. Est-ce qu'on pourrait penser que, par exemple, cette causalité-là, elle est aussi liée au fait que la France a occupé militairement pendant 8 ans, enfin pas occupé militairement, mais a eu des troupes militaires pendant 8 ans, du coup de 2014 à 2022 pour l'opération Barkhane, 5 pays?
Du coup, en mode le fait d'être confronté systématiquement avec des militaires français. Ça, c'est une remarque générale qu'on fait à propos de toutes les interventions. Plus elles durent, plus elles deviennent impopulaires. Y compris pour des interventions justifiées au nom de principes humanitaires au départ, qui ont un large soutien, que ce soit de la population du pays d'origine, la métropole française, ou que ce soit la population qui accueille l'intervention. Donc généralement, au départ, ça fonctionne relativement bien. Sur la durée, c'est inévitable. La puissance intervenante tend à être vue comme une puissance occupante. Et à ce moment-là, ça devient extrêmement coûteux de rester. Et du coup, en fait, j'ai pas très bien compris, c'est quoi ces objectifs de Barkhane? Peut-être que si, c'est peut-être pas clair pour beaucoup de personnes. Mais parce que l'on parle là, tu m'as parlé que certains officiers parlaient d'alphabétisation. Alors, et après, on était dans un truc de empêcher un coup d'État. Serval, c'est empêcher un coup d'État, rétablir la souveraineté du Mali, chasser les groupes terroristes. C'est clair. Okay. Barkhane, à ma connaissance, il n'y a pas d'objectif clair. L'objectif, c'est de disposer... Alors, il y a un objectif clair, peut-être un objectif caché. L'objectif à peu près clair, c'est de disposer d'une zone suffisamment vaste pour pouvoir intervenir de manière efficace en hélicoptère pour casser des réseaux de passeurs. Des réseaux djihadistes qui circulent dans une zone de non-droit, qui font fi des frontières et qui bénéficient justement du passage de l'autre côté de la frontière pour éviter le droit de poursuite. La principale force de Barkhane, c'est justement de pouvoir opérer sur ces 5 territoires en accord avec la souveraineté des États en question. Ça, c'est le premier élément. En gros, casser des réseaux logistiques, casser des réseaux djihadistes. Il faut bien comprendre que G5 Sahel, ça te donne un accès à ce qui est caractérisé comme étant l'un des arcs de crise les plus importants au monde. C'est-à-dire de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à la Somalie par extension, les Chebab en Somalie. Tu as aussi un point de vue sur le sud algérien. Tu n'es pas censé y être, mais tu n'es pas très loin du sud algérien non plus. Donc ça, c'est une zone d'observation du terrorisme sahélien très importante. L'un des objectifs qui est beaucoup plus caché, qui n'est pas écrit noir sur blanc, c'est que c'est une zone d'aguerrissement extraordinaire pour les armées françaises. La chasse pure et dure, l'antiterrorisme, c'est quand même le cœur du métier des troupes d'élite de l'armée de terre. Alors, les troupes d'élite de l'armée de terre, donc les forces spéciales, légionnaires et troupes de marine, ne s'engagent pas au Sahel pour tirer sur tout ce qui bouge. C'est pas ce que j'ai dit. Mais écouter, traquer, neutraliser, c'est vraiment le cœur du métier. Je te donne un exemple, les Macron Leaks. Je ne sais pas si c'est ce que tu vois, on est en 2017. Non, Macron est en campagne électorale présidentielle et il y a une fuite de mails entre son entourage, donc ses principaux collaborateurs, et notamment des généraux des armées françaises. Donc pour préparer l'arrivée au pouvoir de Macron et le rendre crédible sur le sujet de la défense, ses collaborateurs s'entretiennent avec des généraux. Tout ceci tout à fait normal. Il y a un mail d'un collaborateur qui demande à un général « Est-ce qu'il faut partir ou pas du Sahel ?» Le général lui répond « Surtout pas. C'est une zone d'entraînement et d'aguerrissement extraordinaire pour nous. Il faut absolument rester sur place. » Donc qu'est-ce qui fait qu'on ne se soit pas retiré suffisamment tôt au moment où on pouvait avoir quelques succès? Il y a cette idée qu'on est bien. Ce qu'on fait au Sahel, on ne pourrait pas le faire ailleurs. Et ça vaut tous les entraînements du monde. Du coup, de ce que je comprends, il y a un objectif qui est en fait prendre les crises un peu à leurs racines. Comme tu disais, c'est un peu une zone de crise avec des passeurs du terrorisme sahélien et du coup, aller directement à la source et faire encore plus de la guerre préventive, qu'on est dans la prévention, une prévention un peu plus accrue que par exemple que Serval. Ou une lutte antiterroriste basée sur le renseignement et la neutralisation des chefs. Et il y en a une deuxième qui est en fait au bout d'un moment, on se rend compte que c'est un super terrain d'entraînement. D'aguerrissement. Ouais. En tout cas pour des soldats, d'être confrontés à comment trouver et comment sourcer, aller sur le terrain, aller dans les marchés, parler aux gens, trouver des gens qui permettent et après les neutraliser ou pouvoir créer des... Et est-ce qu'il y a une volonté plus large de faire un peu le travail de l'État aussi sur des trucs, parce que tu m'as parlé d'alphabétisation, de trucs comme ça. Est-ce que ils se sont juste rendu compte que les militaires peuvent pas rester 10 ans sur un endroit sans que... Ça, c'est autre chose, c'est une autre tarte à la crème, c'est-à-dire, c'était déjà le cas en Afghanistan, on avait plein de tartes à la crème, mais les militaires interviennent, et très souvent, ils se rendent compte que la sécurité ne suffit pas, qu'il faut des ONG, qu'il faut des services publics dignes de ce nom. En gros, conquérir les cœurs et les esprits, on va pas le faire avec une arme automatique. Il faut recréer un besoin d'État, il faut recréer des services publics, il faut recréer de l'aide à la population. Et typiquement, ça va passer par l'alphabétisation des jeunes filles, ça va passer par de l'aide médicale, ça va faciliter par un retour à l'emploi, comment faire que les guerrieros déposent les armes et se mettent à élever du bétail, par exemple. Et donc, c'est toujours la même chose, les militaires se rendent compte que finalement, la sécurité pure et dure ne suffira pas. Et donc, oui, c'est là où, par exemple, l'AFD, l'Agence française de développement, qui va pas très bien en termes de publicité ces dernières années, a vu son budget au Sahel augmenter de manière considérable. Mais l'AFD n'est rien d'autre qu'un supplétif des objectifs de sécurité
de l'armée française au Sahel. C'est-à-dire? Subordination. En gros, tout l'argent de l'AFD va servir à faire du développement, mais un développement sécuritaire. Un développement qui n'a que pour seul intérêt d'empêcher la population de rejoindre les groupes djihadistes. Mais aussi parce qu'on se trompe sur les raisons politiques, sur la fluidité des raisons politiques qui fait qu'on bascule ou pas pour Moudjahidine ou pour Ansardine, pardon, ou pour le Moudjahou, en fait. On a une vision très transactionnelle du terrorisme en France. Ils y vont parce que c'est une possibilité de prendre des armes. Ils y vont parce que c'est des réseaux clientélaires. Ils y vont parce qu'ils ne sont pas retenus par le marché du travail. Alors que les spécialistes de ce qui se passe au sol, des insurrections, des mobilisations, vont montrer que les raisons sont multiples. On peut prendre les armes pour un groupe dit djihadiste pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'idéologie et pas forcément grand-chose à voir avec l'argent pur et dur, l'enrichissement. Et donc, à chaque fois que les militaires interviennent, ils vont vous dire « mais nous, on a fait le boulot, on a chassé les méchants ». Mais pour autant, la population n'est pas avec nous parce que vous, développeurs, diplomates, humanitaires, vous n'avez pas fait le boulot. Donc Du coup, chacun se revoit un petit peu la pierre. On a un grand défaussement. On a un défaussement. Les militaires vont vous dire, voilà, nous on a fait le travail, mais ça n'a pas suivi derrière. Auquel cas on peut leur rétorquer, mais vous étiez parfaitement informé de ça. À quel moment en Afghanistan, le militaire pur et dur a changé quoi que ce soit? Donc c'est ça, il n'y a pas vraiment de bilan critique, il y a un peu une stratégie de décharge ou de défaussement systématique des uns sur les autres. Et alors qu'il y a eu l'expérience de l'Afghanistan, comment ça se fait qu'on a, enfin je vais dire, peut-être tu vas me corriger, qu'on a reproduit quelque chose de similaire à l'Afghanistan? Je vais répondre à ta question par une question. Est-ce que l'être humain est capable d'apprendre collectivement? Est-ce que les institutions n'ont pas tendance à redécouvrir l'eau chaude tous les 10 ans? Moi, c'est une question que je me pose. Plus je bosse sur les interventions, les doctrines militaires, les processus décisionnels, j'aimerais bien, en tant que chercheur en sciences politiques, j'aimerais bien te dire qu'on est capable d'apprendre de nos erreurs. Empiriquement, je serais bien en peine de le démontrer. Est-ce que c'est parce qu'un militaire ou un diplomate ou un humanitaire, de fait par sa structure institutionnelle, fait à peu près tout le temps la même chose et à peu près tout le temps les mêmes effets, et du coup si on mobilise les mêmes personnes au même moment, ça fait les mêmes choses? C'est l'idée que on dit les mêmes choses alors que c'est vraiment très compliqué, des effets très différents. Ouais, c'est l'idée que chacun est dans son couloir de nage, dans sa spécialité, dans son domaine, et comment est-ce qu'on fait bosser les secteurs ensemble pour atteindre un objectif politique. Mais là, il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que la question de la coordination entre une multiplicité d'acteurs, c'est un phénomène qui est très connu. Dans les guerres classiques, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, restons très classiques, sur le champ de bataille, tu as des armées conventionnelles qui se font face. Dans les conflits modernes, l'armée conventionnelle est en minorité. Tu as des guérillas, des groupes terroristes, voire même des forces spéciales qui ne sont pas l'armée conventionnelle. Tu as des journalistes, tu as des fonctionnaires internationaux, tu as des observateurs internationaux. Donc en gros, les civils sont désormais en majorité sur les zones de guerre. Donc ça ne peut pas être une solution simplement militaire pour résoudre un conflit. Mais tout ça, théoriquement, est largement su par les militaires. Ils apprennent ça très vite dans leur scolarité. Mais on a l'impression que lorsqu'une crise se réenclenche, chacun repart dans son propre couloir, dans sa spécialité, etc. Il y a aussi un autre enjeu, c'est la dépolitisation du conflit. Pour faire travailler un humanitaire, un développeur, un spécialiste de l'éducation et un militaire ensemble, encore faut-il avoir une vision politique de la sortie de conflit. Une vision commune. Ouais, qui passe par le politique, qui passe par cette entité qui est censée créer du lien entre les différents secteurs. En effet, quels sont les objectifs politiques de la présence française au Sahel, si ce n'est empêcher un État ami de sombrer dans un sanctuaire terroriste? Je ne suis pas convaincu qu'on ait une vision politique à terme de la présence française au Sahel, mais même de la stratégie française. Existe-t-il, à part, nous sommes détenteurs de la bombe nucléaire et nous avons un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, et l'Europe de la défense peut nous permettre de nous asseoir à la table des grands, je ne vois pas sur quoi repose la stratégie française dans le monde. Tu l'as dit 2 fois là au cours de notre échange, tu as dit une puissance moyenne. Ouais. La France est une puissance moyenne militairement? Alors, l'expression qu'on utilise, moi j'assume l'expression puissance moyenne, c'est que la France est un boxeur qui boxe au-dessus de sa catégorie. Au plan diplomatique et au plan militaire, la France jouit d'une aura largement supérieure à ses moyens. Les 2 attributs de la puissance française, on les connaît, un bon étudiant en sciences politiques te le dira, donc la bombe et le siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Simplement, la Chine, les États-Unis disposent des mêmes atouts. Ils ont de la démographie en plus et un PIB largement supérieur par ailleurs. Et en gros, pour revenir à notre propos, on a l'impression que pour les diplomates français, les officiers français, on a cette idée que finalement, l'Afrique
le continent africain, est le dernier endroit au monde où la puissance française peut encore s'exprimer pleinement. C'est le seul endroit au monde où la France peut intervenir sans préavis et être félicitée par ses alliés. Il y a genre une sorte d'obsession du maintien du rang chez les élites de la politique étrangère et de la politique extérieure. La France a une voix singulière, elle doit encore se faire entendre dans le monde et promouvoir une image différente de l'alternative chinoise ou américaine, par exemple. Mais la France n'a pas les moyens de ses ambitions. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, les Français écrivent, et les Britanniques, la plupart des résolutions. Mais c'est sans lien direct avec leur rapport financier aux opérations de maintien de la paix, par exemple, ou leur capacité à placer des hauts fonctionnaires aux endroits clés des Nations Unies. On est très loin derrière la Chine, on est très loin derrière les États-Unis. De la même façon, l'armée française est l'une des armées les plus puissantes au monde, incontestablement dans le top 10, mais on a une armée d'échantillons. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette armée de bonsaï. C'est-à-dire que l'armée française est capable de tout faire en petite quantité et pas très longtemps. On fait du spatial, on fait du cyber, on fait de l'antiterrorisme, on fait du renseignement, on fait du nucléaire, mais dans des petites proportions. Et donc c'est cette idée que, quelque part... C'est comme les ogives, on en a 40, je crois. Un peu plus. Là, tu exagères. Voilà, c'est des centaines, mais par rapport à des milliers en face. Mais ça, c'est la doctrine du faible fort. En gros, j'ai pas besoin de... Oui, j'ai pas besoin de 10 000 ogives nucléaires. De toute façon, c'est une ogive nucléaire, quoi. Voilà, et puis si je peux t'appeler 3-4 villes, ça suffira largement. Et donc, puissance moyenne, oui, puissance moyenne qui boxe au-dessus de sa catégorie, telle qu'on peut le voir dans les enceintes multilatérales, ou telle qu'on peut le voir dans l'armée d'échantillons, en fait. Incontestablement. La puissance française, mais ça, c'est le monde de l'après 1945. La France est recroquevillée sur les tropismes gaulliens de 1945. Les attributs de la puissance française, la manière dont la France se pense elle-même comme puissance, tout est lié à ce que De Gaulle a mis sur la table en termes d'indépendance nationale. Le nucléaire, le lien ambigu avec l'OTAN, être dedans sans être dedans, la question de la conscription qui revient au goût du jour, avec le SNU, par exemple, et le débat sur l'augmentation massive du budget de l'armée. Aucun parti politique n'a été contre. Tous les partis politiques soutiennent l'augmentation massive du budget. Il n'y a que la France Insoumise qui dit être contre, mais encore... Elle a voté pour. Elle est contre. Elle a voté pour. Elle est contre les ajustements intrabudgétaires. Mais la France Insoumise n'est pas contre l'augmentation du budget. En tout cas, pas là. Et quand tu regardes les documents programmatiques de la France Insoumise, nucléaire, pas de souci. Indépendance nationale, ils appellent ça d'un alignement. Mais c'est les mêmes tropismes. À part la sortie de l'OTAN et la méfiance vis-à-vis des États-Unis, LFI ne prend pas des positions anticonsensuelles par rapport à la manière dont la France se pense dans le monde. Pas du tout. Et comment ça se traduit, du coup, cette vision gaullienne ? En fait, j'ai l'impression qu'au peut-être, de ce que tu dis, on se pense plus fort, mais aussi les autres nous pensent plus fort qu'on est. Parce que j'ai l'impression que tout le monde est assez d'accord par rapport à ça. Enfin, certes, à la table des négociations, on se rend bien compte que le Royaume-Uni, la France, au Conseil de sécurité, ils sont en dessous, quoi. Mais à deux, ils jouent à la même table, à peu près, on se dit. C'est dangereux. Tu as raison sur le fait que l'illusion est maintenue par nous-mêmes et par ceux qui nous reçoivent ou avec lesquels on discute. Mais ça peut être très dangereux. Il y a une phrase d'un ministre de Valéry Giscard d'Estaing, j'ai pas le nom, ça date des années 70, qui dit « L'Afrique est le seul continent où la France peut encore, avec 500 hommes, changer le cours de l'histoire. » Donc, en Afrique est projetée une part de l'exceptionnalisme français tel qu'il est cultivé par les élites de la politique extérieure. Tout à fait. Moi, j'ai des gros doutes là-dessus. Je pense que ce monde n'attend pas grand-chose de la France en particulier, en fait. Et qu'il est urgent que nos élites fassent ce constat-là. Parce qu'en plus, tu dis l'Afrique, mais en fait, en Afrique du Nord, il y a eu la Libye, mais bon, il y a moins d'influence, plutôt. Il y a l'Afrique anglophone ou lusophone, il n'y a pas spécialement d'influence. On parle vraiment de toute la zone, la CEDEAO, Sahel, où là, il y a encore une influence qui, en plus, maintenant, avec le rejet anti-français, c'est ce que j'allais dire, quoi. L'influence française en Afrique de l'Ouest, elle reste à démontrer. Est-ce que tu penses que... Comment tu peux expliquer ce rejet anti-français ? Est-ce que c'est aussi, du coup, cette vision-là, de dire, voir un peu l'Afrique, cette Afrique-là, CEDEAO, comme le seul endroit où la France peut s'exprimer, et au bout d'un moment, ces pays-là qui disent, arrêtez de vous exprimer chez nous, quoi. Déjà, quand tu regardes statistiquement, pourquoi Barkhane est un échec, il y a une reprise et une extension des mouvements djihadistes qui est incontestable. Non seulement les attentats reprennent dans la zone, mais ensuite, ils ont tendance à se déporter vers l'Afrique côtière, l'Afrique de l'Ouest côtière. Donc les habitants, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de moins d'attaques. Ensuite, il y a des enjeux où on ne comprend pas tout à fait les objectifs de la force Barkhane. Est-ce qu'elle est avec les Touaregs,
qui ne sont pas en odeur de sainteté par Bamako. Il y a aussi des formes de désinformation. On ne comprend pas ce que fait l'armée française. Quand tu vois des hélicoptères qui ravitaillent une zone de combat, on ne sait pas très bien à quoi ça sert, c'est pas très clair tout ceci. Donc l'impopularité, elle naît aussi de l'absence de résultats et de l'extension des réseaux et des attentats djihadistes. Elle tient aussi à un problème de communication français, incontestablement. Il y a eu des erreurs de communication hallucinantes. Je ne vais pas faire une fixette sur le président Macron, mais quand même, le président Macron, je cite, convoque les chefs d'État du G5 Sahel à Pau. Mais on ne convoque pas des chefs d'État, en fait. Surtout pas à Pau. Et... tu vas assumer. Moi, j'assume pas. Non, on ne convoque pas des chefs d'État. On ne convoque pas des chefs d'État qui ont 20 ou 30 ans de plus que toi. D'accord ? La conférence de presse, je ne sais pas si vous vous souvenez d'Emmanuel Macron qui est reçu par un ministre, voire même un président en Afrique, je ne sais plus dans quelle université. Et les étudiants lui disent écoutez, monsieur le président, on est ravis de l'aide française, de l'aide au développement française. Regardez, dans notre université, parfois on a des coupures d'électricité. Le président Macron qui dit devant son homologue, chef d'État, c'est pas de ma faute si le président ne paye pas la facture d'électricité. D'accord ? Cette conférence de presse avec le président de RDC, qui est une humiliation hallucinante, où Emmanuel Macron explique que la France n'est pas là pour s'ingérer dans les affaires des autres États, et le président du RDC, on est en conférence de presse, c'est en direct devant tout le monde, qui lui fait une leçon sur la vie politique intérieure française et sur le fait que les élites africaines sont largement capables d'en connaître les enjeux. Donc il y a des erreurs de communication, une absence totale, sans aller jusqu'à la contrition, d'humilité. Sur ces choses-là, le président est droit dans ses bottes. Nous avons sauvé le Mali et les chefs d'État sont ingrats. Je pense que c'est intéressant peut-être d'utiliser le cas d'Emmanuel Macron pour parler du concept de socialisation et un concept que vous avez beaucoup mobilisé pour parler en fait de ces militaires, de ces diplomates. Il y a quelque chose aussi que je voulais aborder avant, parce qu'en fait pour expliquer un petit peu l'opération Serval et l'opération Barkhane, en fait vous avez une approche bureaucratique et un peu comprendre en fait les tensions qu'il y avait entre des bureaux ou entre des ministères. En fait, ce que vous dites, c'est qu'il y a certains ministères où les diplomates, par exemple, ont plus ou moins perdu contre les militaires et c'est la solution militaire qui l'a remporté. Est-ce que c'est ça à peu près ? Oui, c'est ce que je te disais quand je t'ai dit que la diplomatie, à la fin 2012, sert avant tout à accompagner des scénarios d'intervention plutôt que d'empêcher des interventions. Oui, il y a des luttes bureaucratiques très importantes, tout simplement parce que tout le monde n'a pas la même vision de l'intérêt national au sein de ces bureaucraties, en effet. Et du coup, avec un peu cette vision-là, comment est-ce qu'on peut analyser maintenant les rapports de force qu'il y a au sein de l'État français entre défense, ministère des Affaires étrangères, les sous-directions, parce qu'entre les sous-directions et les départements qu'il y a à la fois dans le ministère des Armées et le ministère des Affaires étrangères, comment est-ce qu'on peut comprendre les décisions maintenant par rapport au regard des rapports de force sous les mandats d'Emmanuel Macron ? Je vais rebooter par le Sahel et je vais répondre de manière plus contemporaine. Pour te donner un exemple, pour le dire très vite, de la marginalisation des diplomates en Afrique de l'Ouest au profit des militaires. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères au moment de l'intervention, c'est pas lui directement, mais en tout cas la direction des affaires politiques du ministère des Affaires étrangères va opérer une épuration administrative du bureau Afrique de l'Ouest à Paris. On va virer les spécialistes de zone, donc les diplomates qui travaillent depuis 10 ou 15 ans, qui parlent les langues, on va les remplacer par des swahilistes, donc spécialistes du swahili qui viennent plutôt d'Afrique de l'Est. Donc ça, c'est stratégisé, tu regardes sur un an, t'en as 3-4 qui s'en vont, les directeurs des bureaux s'en vont et sont remplacés par des swahilistes. Quand tu regardes les diplomates sur zone, Niger, Sénégal, Mali, peu à peu, ils sont remplacés par des diplomates anciens militaires. Donc on a une militarisation des profils de diplomates sur zone et on a une sorte d'épuration administrative des spécialistes du Sahel au profit des swahilistes. Donc tu vois très bien au sein des affaires étrangères des mouvements de bureaux, des mouvements de remplacement de ceux qui étaient spécialistes de la zone, voire même une militarisation de la nomination des ambassadeurs. Tu as des ambassadeurs qui sont d'anciens forces spéciales, par exemple. C'est nouveau, ça ? C'est assez récent. Et surtout, ce qui est intriguant, c'est la rapidité et la périodicité. En 1 ou 2 ans, c'est le cas, par exemple. Donc, on a une militarisation des profils de diplôme. On remplace, en fait, tous les gens qui étaient dans la... Pas tous les gens, mais beaucoup de personnes qui étaient dans la diplomatie sur cette zone-là, qui étaient des spécialistes qui parlaient des langues... Par des gens qui ont une position beaucoup plus conforme à celle du ministre et celle du président, qui consiste à dire « on va y aller tout seul, pas besoin des armées africaines, il est où le problème ?» Des militaires, quoi. Plutôt des gens avec des profils militaires. Militarisés, je dirais. Militarisés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on constate à la fois à Paris, dans la sous-direction Afrique de l'Ouest, mais aussi au niveau des ambassades en Afrique de l'Ouest. Les profils changent incontestablement là-dessus. Donc ça, c'est une manière de démontrer qu'on a une marginalisation de l'expertise
des diplomates au profit de l'expertise militaire. Après, tu as un autre moyen très bête de l'avérer. Combien de personnel diplomatique à l'ambassade de France à Bamako pour combien de militaires? Donc 5000 militaires versus moins d'une dizaine de titulaires diplomates à ce moment-là. Donc oui, ça c'est incontestablement. Autre argument, hein, le ministère des Affaires étrangères est un tout petit ministère. C'est quoi, 10 000, peut-être 12 000 emplois équivalents temps plein? Là où le ministère des Armées, c'est 20 fois plus. Donc en termes d'expertise, de poids et d'écoute présidentielle, je dirais, incontestablement, le Mali permet d'observer une marginalisation des diplomates au profit des militaires. Et est-ce que du coup cette tendance, elle est amorcée avec François Hollande? Et est-ce qu'elle continue maintenant? Là, je vois qu'il y a un mouvement avec Macron depuis des années qui parle de, comme on parlait, de la guerre contre le Covid, qui avait ramené un conseil de guerre. Il y a tout un registre... martialisation du lexique politique. De quelque chose, on parle beaucoup de guerre, moins en tout cas de mes souvenirs avant, quoi. Et je me demande si ça s'explique aussi par des changements au sein de l'État, comme par exemple avec ça. Alors, tu as des postures. Quand Emmanuel Macron nous dit nous sommes en guerre, en l'occurrence contre un virus, quand François Hollande nous dit nous sommes en guerre, le but, c'est de la communication gouvernementale pour créer de la mobilisation. C'est efficace, incontestablement. L'idée aussi, c'est que une politique publique qui passe par l'armée, elle t'épargne la transparence et la redevabilité. C'est-à-dire que tu peux, en tant que président de la République, dire « je vais intervenir au Mali, mais vous comprendrez, chers Français, que je ne vous explique pas comment, je le fais pour des raisons de sécurité. » Et en plus, tout le monde va dire « pas de souci ». Exactement. Même l'opération Résilience, là bien nommée, 30 lits d'hôpitaux. C'est quoi l'opération Résilience? C'est Emmanuel Macron qui dit « nous sommes en guerre » au moment du Covid, et qui va lancer une opération qui s'appelle Résilience, une opération militaire, et en gros, c'est le service de santé des armées qui va débloquer 30 lits. C'est rien par rapport aux besoins. Mais là, donc là, t'affiches l'armée, l'efficacité militaire, l'ultima ratio, comme disent les militaires, c'est-à-dire le dernier truc qui te reste pour la sauvegarde de l'État. Alors, les métaphores comme ça, je peux multiplier. Quand une cathédrale brûle dans notre pays, Notre-Dame, on nomme qui pour la réhabiliter? Un ancien chef d'état-major des armées, le général Georges Nain. Ok, j'étais pas au courant. Mais alors qu'on a des services de patrimoine et d'architecture qui sont largement qualifiés pour le faire. Donc on a un militaire. Ouais. Donc l'ancien chef d'état-major qui est décédé depuis des armées, le général Georges Nain, a été nommé comme le chef du chantier de Notre-Dame sur des a priori militaro-militaires complètement stupides. Un chef militaire sait tenir ses hommes, il sait tenir ses délais. Oui, mais un architecte aussi, a priori, il sait faire ça. Donc si tu veux, tu as une martialisation. Il connaît une cathédrale, quoi. Oui, il connaît a priori. Non, mais Georges Nain est un catholique fervent. Oui. Donc évidemment, on a confiance en lui. Connaît aussi. Voilà. Mais c'est cette idée que la martialisation du lexique politique est une stratégie de communication gouvernementale. C'est aussi cette idée que la militarisation des politiques publiques t'épargne tout problème de redevance, d'explication, de transparence de ta politique publique, en fait. Donc je dirais qu'on a une extension des usages politiques de l'institution militaire aujourd'hui. C'est incontestable. Ensuite, ta question sur la marginalisation des diplomates. Donc évidemment, je ne suis pas en train de te dire que la marginalisation des diplomates est un processus continu et irréversible. Je l'observe entre 2013 et 2022 au Mali. Okay. Revenons sur l'Ukraine. Je ne sais pas si tu as noté ça. C'est très jupitérien comme approche. Mais dès les premiers mois, quand Emmanuel Macron essaie de prendre le leadership, alors le timing est bon parce qu'il a la présidence de l'Union européenne. Elle est tournante tous les 6 mois. Mais au moment du déclenchement de l'intervention de la Russie en Ukraine, c'est la France qui a le leadership au niveau de la présidence de l'Union européenne. Il s'était passé exactement la même chose en Géorgie au moment où c'était Nicolas Sarkozy. Ouais. On se demandait si Vladimir Poutine ne fait pas exprès d'intervenir quand la France a la présidence de l'UE. C'est quoi les premières images qu'on a? On a des images envoyées spéciales, ou c'est pas un documentaire grand public. On a quoi? Emmanuel Macron, bras de chemise, dans son bureau, qui parle directement à Poutine et à Zelensky. Et autour de la table, on a quoi? Comme ça, à attendre patiemment et à prendre des notes, les conseillers diplo du plus haut niveau de l'État. Donc là, cette idée que si je peux prendre mon téléphone pour appeler directement les chefs d'État, voire si je peux envoyer des messages sur Twitter, des messages directs ou indirects, est-ce que je ne fais pas du mal à ma diplomatie? Est-ce que je ne suis pas en train de la marginaliser? Donc je dirais qu'il y a de plus en plus un usage direct de la diplomatie par les chefs d'État qui a tendance à rendre invisibles les procédés diplomatiques habituels. Il y a une personnification, de toute façon, il y a un peu une individualisation du monde en général, c'est un peu une tendance, mais aussi, là, c'est exactement ce qu'on voit avec Trump. C'est qu'il vous dit, il y a pas plusieurs personnes que je vais rencontrer en plus qui m'ont dit, oui, mais Trump, il arrête les guerres. Parce qu'en gros, Trump, il arrive, il prend son téléphone, il dit, bon, alors on va s'asseoir, tu vas me régler ça en 2 secondes et c'est fini, quoi. Et c'est un petit peu près des mêmes enjeux communicatifs, de communication, quoi. Moi, ce que j'adorerais, c'est être une petite souris à la Maison-Blanche pour voir comment les hauts fonctionnaires vont rétro-pédaler derrière les grandes affiches de Trump. Je sais pas si tu te souviens, mais déjà en 2017, il a fait des trucs
qui n'avaient été anticipées par personne. Les frappes en Iran, quoi. Les frappes en Iran pour Soleimani, donc le général des forces spéciales de la force Al-Quds. Voilà, bon, hop, c'est réglé. La Corée du Nord, je ne sais pas si tu te souviens, sur Twitter, les échanges de tweets, My button is bigger than yours, sur Twitter publiquement, il envoie un navire au large des côtes coréennes, ça a fait trembler tout le monde en fait. Et donc, il y a peut-être une désinhibition dans l'usage de la violence ou l'affichage de la violence, oui, c'est un cas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le spécialiste au département d'État américain, le monsieur coopération bilatérale Corée du Sud, Corée du Nord ou Asie du Sud-Est, quand Trump dit « My button is bigger than yours », comment il rétropédale par mail avec ses contacts coréens qu'il a depuis 10 ans pour dire « Calmez-vous les gars, c'est juste un effet d'annonce, le gars ne croit pas à ce qu'il raconte ». Donc il faut se départir de cette idée qu'un président seul peut imprimer des changements significatifs à lui tout seul. Il peut imprimer des virages, il peut imprimer de nouvelles politiques, mais il y a forcément une bureaucratie derrière qui va faire du damage control. Même dans un spoil system à l'américaine, le président américain peut arriver et virer la plupart des fonctionnaires parce qu'ils appartiennent à une majorité, à l'autre. En France, c'est plus délicat. Pour autant, même si on voit du Macron en bras de chemise, même si on voit un Poutine dans le bureau ovale humilier son intermédiaire, la politique, ça marche pas comme ça. Le grand chef peut dire ce qu'il veut. Si derrière, ça ne suit pas en termes de bureaucratie, il y a toujours des formes de résistance bureaucratique qui existent. Donc c'est une vue de l'esprit un peu. Il y a des formes de résistance, mais aussi d'accompagnement. Et ça m'intéresse de voir du coup aussi pour la France, est-ce qu'on est face à une militarisation? Est-ce qu'on glisse vers la guerre? C'est un peu ça ma question qui serait un petit peu dure à te poser, quoi. Mais est-ce qu'on glisse vers la guerre avec à la fois ce champ lexical et à la fois aussi peut-être cet entourage dans l'État qui se militarise? Alors, je risque de ne pas être objectif. Moi, ça fait 15 ans ou 20 ans que je fais des recherches sur le milieu de la défense. J'ai tout intérêt à croire que ce sujet est plus important aujourd'hui. Enfin, j'ai pas intérêt à le croire en tant que citoyen contribuable et père de famille. Mais en tant que professionnel de la recherche, oui, plus mes objets sont conséquents, a priori, plus je serai sollicité. Donc j'ai un biais d'interprétation qui consiste à dire, oui, l'armée est devenue plus importante aujourd'hui qu'avant. Dans un sillon comme les autres, quoi. C'est ça que tu me dis? Oui. Alors, militarisation de l'État, mais militarisation de la société, pour moi, c'est évident. Et ça, c'est un problème générationnel que votre génération, je me vieillis un peu, et la mienne, un peu plus vieille, on n'a pas forcément perçu. Je te donne des exemples. Depuis 2015, depuis l'opération Sentinelle... Oui, où là, il y avait des militaires qui patrouillaient... Mais c'est toujours le cas. Qui patrouillent toujours. On a du kaki dans nos rues. Tu vas retrouver des militaires à la gare du Nord ou dans les gares dans lesquelles tu te rends. Tu vas retrouver des militaires devant les monuments parisiens. Tu vas retrouver des militaires sur les fronts de mer quand tu seras à la plage l'été. C'était 7 000 hommes en janvier 2015, ça peut monter jusqu'à 10 000 hommes. La dernière fois qu'on a eu 10 000 hommes sur le territoire français, c'était la guerre d'Algérie en 1961. 10 000 hommes sur le territoire français, c'est plus que l'ensemble de toutes les opérations extérieures cumulées en temps réel. Donc aujourd'hui, la principale opération militaire française, celle qui consomme le plus d'effectifs, c'est une opération de sécurité intérieure. Je rajouterais, selon les patrons de Sentinelle, Sentinelle ne sert à rien. Sentinelle n'est pas une opération antiterrorisme. L'antiterrorisme, c'est le boulot de la DGSI, donc la sécurité intérieure. Sentinelle a vocation de réassurer les Français et d'empêcher un passage à l'acte, mais de montrer du kaki dans nos rues pour rassurer les Français. Là, tu as un exemple de, non pas militarisation de la société, mais de retour du fait militaire dans nos vies. Je te donne un autre exemple. La France de l'entre-deux-guerres, les années 30, 40, 50, mariage en région. Sur les photos de mariage, tu as tout le temps 2-3 tontons en uniforme. Parce que l'armée fait partie du paysage. Depuis la guerre d'Algérie, l'uniforme a complètement disparu de notre quotidien. On ne s'est pas du tout habitué à ça. Je te rajouterai que le premier employeur public de la jeunesse non qualifiée de notre pays, c'est l'armée de terre. 15 000 emplois équivalents temps plein chaque année. Donc que ce soit la facilité avec laquelle les chefs d'État mobilisent le registre militaire pour faire de la communication gouvernementale, que ce soit le fait que dans la vie des Français, le kaki revient au goût du jour, ou sur les chaînes de télévision. Regarde une chaîne d'information en continu. La majorité des corps représentés autour de l'État, ce sont des généraux, ce sont d'anciens militaires. Il y a 10 ou 15 ans, un général sur une chaîne d'information en continu, mais c'était impensable. Impensable. Parce que ça signifiait le retour de la guerre, quoi. Parce que ça signifiait... Et surtout, ils n'étaient pas légitimes au plan politique. N'oublie pas que notre République actuelle, la 5e, a été fondée sur un coup d'État. Ou une tentative de coup d'État. Soit tu es légitimiste et tu considères que De Gaulle a fait un contre-coup d'État, soit tu es révisionniste, tu considères que la prise de pouvoir de général de Gaulle n'est pas tout à fait légale. Mais en gros, le background de notre régime, c'est quand même 2 tentatives de coup d'État à Alger, donc il y a une profonde défiance entre les autorités politiques et les autorités militaires, quoi. L'armée doit être cantonnée à ce qu'elle sait faire,
Et aujourd'hui, je me rends compte que l'armée est de plus en plus visible et surtout qu'elle est de plus en plus légitime. Il y a 2 effets à expliquer. D'abord, l'armée s'est professionnalisée en 1996. On est passé d'un modèle de conscription, alors qu'il a été suspendu, qui n'a pas été abrogé, c'est-à-dire qu'il peut revenir demain. Et donc, ce que craignaient les officiers en 96, quand on a dit aux officiers, en particulier de l'armée de terre, on leur a dit, bon, la conscription c'est fini, leur crainte c'est, oh mon Dieu, on va séparer l'armée de la nation. On ne sera pas une armée puissante, puisqu'on ne va pas refléter la diversité du peuple français. C'est un fait. Pour autant, depuis la professionnalisation, c'est l'expertise des militaires qui est montée en flèche auprès des autorités politiques. C'est pour ça qu'ils ont un peu doublé les diplomates. En matière de sécurité, les militaires sont très écoutés, même en matière de sécurité intérieure. Parce qu'il y a le côté technique. Il y a le côté technique, il y a le côté il a fait ses preuves, il y a le côté aussi virilisme, il y a le côté il a sa balafre ici, quand il me dit que c'est comme ça qu'on tire sur quelqu'un, je vais l'écouter. Non mais ça fonctionne super bien avec les députés. La façon dont les députés s'autodisqualifient par rapport aux grands chefs dans les commissions parlementaires, c'est un grand moment, même physiquement. Ça se voit qu'ils ne sont pas à l'aise, nos amis députés. Donc 1996, professionnalisation. Contrairement à ce que souhaitait le politique, on était dans les dividendes de la paix, il n'y avait plus de menaces, ça ne sert à rien d'avoir une armée pléthorique, on va la rendre professionnelle et on va la réduire. Pour autant, l'armée est devenue beaucoup plus crédible en matière d'expertise. Deuxième effet qui se coule, si je puis dire, 2015, Sentinelle. Là, les militaires, c'est non plus l'expertise technique qui est reconnue, mais c'est la visibilité militaire dans l'espace social. L'institution militaire est l'une des 3 institutions qui suscitent le plus la confiance des Français. Les statistiques, le baromètre de la confiance des Français du CEVIPOF, je dis ça avec des pincettes parce que je ne suis pas sûr que la statistique puisse permettre de comprendre quoi que ce soit du monde social. Les Français, leur confiance vont à l'hôpital public, au PME et à l'armée. Avec une régularité remarquable sur les 10-15 dernières années, les institutions qui suscitent le moins la confiance des Français, c'est les partis politiques. Donc je dirais que oui, c'est incontestable, et je terminerai sur un autre exemple, on a une militarisation de la société. Pas au sens on va tous faire le service militaire, pas au sens de la mobilisation générale demain, c'est pas ça. Mais le fait militaire devient moins incongru, moins exotique. Et j'ai le dernier exemple que tu as dû traverser. Dans une université qui n'est pas forcément une université très catho-tradie comme Paris 1, sur les 5-6 dernières années, les associations étudiantes liées à la sécurité et à la défense ont explosé dans tous les sens. Dans le master que tu as traversé, moi j'étais dans ce master il y a 20 ans. 80% des effectifs, c'était humanitaire et développement. Dans le master que tu as connu, la grosse majorité, c'est je vais faire de la réserve, je vais faire de la garde nationale, et on ne peut pas dire que ce soit des étudiants issus du sérail militaire ou des étudiants catho-tradis, loin de là. Donc ça attire. De plus en plus. Pourquoi ? Parce que vous voulez de l'engagement, et vous voulez, je dis vous, je parle de votre génération, vous inclure dans un projet qui ait du sens et qui vous dépasse, qui soit plus grand que vous. Alors c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas la question. Aujourd'hui, depuis 10 ans, ce projet, c'est sécurité, renseignement, antiterrorisme. J'aimais bien me dire que l'écologie attire autant l'internationalisme que la sécurité et la défense. C'est pas vrai, à l'heure où on parle. C'est moins sexy. Je sais pas si c'est une question de moins sexy, mais en tout cas, moi aussi, c'est pas... Enfin, moi, j'avais un parcours en études de développement, et à un moment, je me suis dit, ok, là, il me faudrait une spécialisation, et après, j'ai cherché, et après, je me suis dit, vas-y, résolution de crise. Un peu quelque chose qui va, parce que j'avais un peu travaillé sur le Soudan, sur le Soudan, et je m'étais un peu retrouvé un peu démuni. J'étais en mode, bon, je vais peut-être récupérer quelque chose de technique pour pouvoir m'aider à me sentir légitime aussi. Et les profils changent. On a une féminisation très importante des cursus en relations internationales, spécialité défense et sécurité, à un niveau très important. Ce qui est étrange, parce que c'est quand même très masculin. Enfin, je sais pas si c'est étrange, mais c'est différent en tout cas. En tout cas, il y a 20 ans, ces sujets étaient très genrés. Il y avait une distribution genrée. Même en RI, les hommes faisaient du nucléaire et de l'antiterrorisme, et les femmes faisaient du care. Comment on développe, comment on apporte de l'aide. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des thèses en nucléaire qui sont portées par des chercheuses d'excellente qualité. Donc voilà, ces lignes-là bougent beaucoup. Et c'est ce que je te disais aussi sur les signaux faibles. Pourquoi est-ce qu'on nomme un général pour réhabiliter une cathédrale ? Politiquement, c'était impensable il y a 10 ans. J'ai plein d'exemples comme ça. Quand on a réformé l'ENA, donc Emmanuel Macron, souvent les plus grands critiques de l'ENA sont les anciens énarques. Il faut en finir avec cette haute fonction publique consanguine. Très bien. Comment on fait ? Eh ben, Emmanuel Macron, il donne l'exemple de l'école de guerre. Il dit, regardez, les militaires, ils ont parfaitement compris. Le problème d'un énarque, c'est qu'à 22-23 ans, il va être sous-préfet, on va lui confier des responsabilités incroyables, alors qu'il n'a pas fait ses preuves sur le terrain. Dans l'armée, ça fonctionne différemment. Vous faites Saint-Cyr. Généralement, vous êtes fils d'officier vous-même, ça aide. Vous avez votre bac plus 5. Vous spécialisez dans une arme, le génie, l'infanterie, pendant 2 ans. Ensuite, vous allez en opération, pendant 5, 6, 7, 8 ans. Au bout de ces 8 ans, vous revenez à l'école, ça s'appelle l'école de guerre. Et vous passez un concours. Si vous ne l'avez pas, vous serez colonel grand max. Et si vous l'avez, vous deviendrez général. Donc en gros, il y a un retour à l'école qui s'effectue après une expérience de terrain conséquente et qui va discriminer les carrières.
Et la réforme de l'ENA, elle a notamment été expliquée comme ce besoin de faire en sorte que les hauts fonctionnaires aient une expérience de terrain avant d'intégrer les grands corps de l'État qui vont définir leur carrière pour 40 ans. Oui, il s'est inspiré de l'école de guerre, quoi. En tout cas, moi, ce que je trouve intéressant dans le jeu politique français, c'est qu'il y a 10 ou 15 ans, tu aurais mobilisé l'armée comme étant un facteur de légitimité sociale, mais tu te faisais cartonner de toutes parts, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est étrange, est-ce que c'est un besoin sécuritaire plus large, enfin, ressenti de la sécurité, du sens, ou surtout la mort des services publics. Ouais. C'est quoi la place des services publics en France? C'est quoi la position de l'État? Quel est le dernier retranchement? Quelle est la dernière zone refuge? Quel est l'ultima ratio? Aussi, ce qui est intéressant, je t'ai dit, c'est 15 000 emplois équivalents temps plein, c'est juste l'armée de terre, mais il n'y en a que 1 sur 3 qui renouvelle son contrat. Donc l'armée n'arrive pas à fidéliser ses recrutements. Donc est-ce que c'est une militarisation de la société ou est-ce que c'est plutôt une infusion militaire de la société? C'est-à-dire qu'on ne va pas tous devenir des militaires, mais que finalement les sujets sécuritaires, qui étaient beaucoup plus exotiques pour nous il y a 10 ou 15 ans, deviennent des sujets avec lesquels on va apprendre à vivre, quoi. Mais je me rappelle, moi en terminale, il y avait notre prof d'éco qui nous avait demandé, qui avait fait un sondage dans notre classe en mode qui pour le retour du SNU, enfin je sais plus comment c'était, service militaire. Et je crois que c'était 80% de la classe qui avait voté en faveur. Et elle était très choquée et nous on était un peu en mode, écoutez, on a 17-18 ans, on sait pas quoi faire de notre vie, si on nous donne 1 an à un peu apprendre des trucs, à faire un machin, être un peu ensemble, aller peut-être voyager, faire des trucs, pourquoi pas, quoi. En fait, nous, on voyait pas du tout. En fait, on n'a pas du tout le même rapport aussi à la violence, à la guerre ou à autre chose, quoi. C'est plus... Et j'insiste, au sens que vous voulez donner aussi. C'est pas simplement je dois me protéger pour demain, c'est à quoi je sers en tant qu'individu, donc quoi je peux m'inscrire. Moi j'avais 18 ans en, je sais pas, 2000-2001, mais tu m'aurais posé cette question, mais je t'aurais ri au nez. Et pour ceux qui m'ont les grands frères et les grandes sœurs que j'ai eus, c'était encore pire. C'était inimaginable, impensable, tout à fait. Et moi, on était en 2016. Du coup, au bac. Du coup, ouais, il y a aussi un déjà effet... à ce moment-là, on était tous un peu en mode. Je pense qu'il y avait le côté, peut-être aussi génération un peu perte de sens, et on est un peu en mode bon. Il y a un effet Bataclan aussi. Si tu me dis 2016, c'est un effet. Oui, c'est vrai qu'il y avait un effet Bataclan. En plus, moi, j'étais dans un lycée qui était juste à côté. On était lycée Turgot à République. Et il y avait eu des terroristes qui étaient aussi passés à la place de la République et tout. Et du coup, on était tous très affectés. Il y a eu des moments très intenses. Selon l'armée de terre, la hausse des engagements, des demandes d'engagement en 2015-2016, c'est plus 35%. C'est énorme. D'une année sur l'autre, je te dis pas, ils en ont pris plus 35. Je te parle de ceux qui se présentent dans les CIRFA. Non, mais c'est très important. C'est pas une petite hausse. J'aimerais bien qu'on parle de personnes qu'on n'a pas trop mentionnées, parce qu'en fait, leur rôle est assez minime et c'est un peu étrange. C'est le rôle du Parlement et des députés. On l'a mentionné un petit peu, mais du fait, toi, tu as dit qu'ils s'autodisqualifient, qu'ils ne se sentent pas légitimes, aussi du fait qu'il soit possible de voter, qu'il y ait tout le temps un consensus. Comment ça se fait que des parlementaires, des députés, même de droite, de gauche, d'extrême gauche, d'extrême droite, tous soient ne se prennent pas en ne prennent pas en charge cette question et ne se sentent pas à l'aise, ne se sentent pas légitimes. Qu'est-ce qui... Alors, pour moi, il y a une explication clé à tout ça. En gros, le mauvais réflexe, ça va être de parler de chasse gardée. Dans la Constitution française, il y aurait un domaine réservé pour le président qui serait celui de la défense et de la politique extérieure. Ce qui n'existe pas dans la Constitution. La Constitution est particulièrement ambiguë. Certes, le président de la République est chef des armées, garant de l'indépendance nationale et des traités, mais le Premier ministre, je cite, dispose de la force armée et est responsable de la défense nationale. Donc la distribution des rôles n'est pas si simple que ça. La clé, c'est l'autodisqualification des parlementaires sur ces sujets-là. Ils investissent très peu les enjeux de défense. Alors évidemment, ça change sur les toutes dernières législatures. Essayons de les comprendre. Pourquoi, pour un député, l'armée, c'est la dernière roue du carrosse? D'abord, un député ou un sénateur, c'est un généraliste. Il ne se fait pas élire en tant que spécialiste d'un secteur et il ne brille pas un portefeuille ministériel. Par ailleurs, quand un député ou un sénateur se rend sur les places de marché, parce qu'il est à Paris du lundi au jeudi, à l'hémicycle, et puis du vendredi au dimanche, il va rencontrer ses électeurs. Sauf s'il a une base militaire, avec des emplois de cette base militaire dans sa conscription, il y a peu de chances qu'il fasse de l'armée un enjeu de sa réélection. Donc ce n'est pas un enjeu pour lui. Ensuite, quand tu regardes les commissions les plus prisées, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a installé le député, quelle va être sa spécialité? La défense, c'est la dernière roue du carrosse. On préfère largement la finance à la défense. Surtout sur un préjugé ou un a priori de technicité des enjeux de la défense. C'est compliqué d'interroger ces enjeux-là, en tout cas de se faire une opinion éclairée. C'est extrêmement coûteux pour un député dans l'hémicycle d'avoir une opinion minoritaire ou dissensuelle. Prenons l'exemple du SNU, Service national universel, mais c'est largement consensuel. Tu vas à l'extrême droite de l'hémicycle, pour eux, c'est retour du service militaire obligatoire. Tu vas à l'extrême gauche, LFI, eux, ils veulent un service citoyen
en partie démilitarisée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde est d'accord pour dire que l'armée peut être un ciment de la nation, notamment via la jeunesse. Donc on a un consensus total sur le rôle de l'institution militaire comme étant capable de créer de la cohésion sociale dans notre pays. Encore une fois, alors ça c'est comme Sentinelle, alors que les militaires eux-mêmes vont te dire c'est pas notre boulot. C'est pas notre boulot d'apprendre à des jeunes à se lever à 8h du matin et à faire leur lit au carré. On n'est pas une colonie de vacances. Donc il y a une forme de décharge du politique sur l'institution militaire comme étant créatrice de cohésion nationale. Avec en même temps, parallèlement, le désengagement comme tu as dit, des autres services publics. En fait, là, tout le monde se met sur un des derniers services publics régaliers, en fait. J'ai cette impression, surtout que lorsque tu dis comment faire pour créer de la cohésion dans notre pays, vive le SNU, indirectement, tu tapes sur l'éducation nationale. Ouais. L'éducation nationale, elle m'a fait son boulot. C'est pour ça que nous, militaires, on est obligé de récupérer cette jeunesse déscolarisée ou désocialisée. Donc les parlementaires s'autodisqualifient, d'abord du fait du coût d'entrée de la défense, et cette idée que de toute manière, ça correspond à une chasse gardée, à un domaine réservé du président. Je te rajouterai aussi l'asymétrie dans l'accès à l'information. C'est-à-dire que nos députés, lorsqu'ils font des commissions parlementaires, c'est leur boulot, ils sont censés contrôler l'action du gouvernement. On est bien d'accord, hein, même en matière d'opérations extérieures. Lorsque les députés font leur travail, ils se voient opposer systématiquement du secret défense. Et ils n'ont pas les moyens de lever ou de négocier ce secret défense. Je te donne 3 exemples. Les opérations extérieures, aucun contrôle parlementaire. Les exportations de matériel de guerre. À qui on vend des armes? Et est-ce que ces armes sont destinées à des civils, au Yémen, en Israël? Aucun contrôle parlementaire. Ah ouais? Comment c'est... Alors, il y a une CIEMG, une commission interministérielle. Quand tu veux exporter du matériel de guerre, tu dois passer... Ça passe pas par le Parlement? Non, absolument pas. Il y a des représentants du Parlement dans la CIEMG, mais ils n'ont pas accès à l'information. Moi, je te donne un document qui est caviardé, où il y a une information... Il y a partout, là. Exactement. Alors, tu peux retrouver les éléments, mais ça nécessite de passer des heures avec des chercheurs, de passer des heures avec des journalistes. Ça nécessite aussi de faire des entorses à la discipline de parti, de prendre des risques considérables. Donc, tu ne le feras pas. Nombre de députés à qui on dit je vous donne ce document, mais c'est bien parce que c'est vous, il est diffusion restreinte. Or, ce document est disponible sur le site internet du ministère de la Défense. Donc il y a une asymétrie dans l'information qui fait que les parlementaires ne peuvent pas exercer pleinement leur contrôle, mais ce n'est pas la clé. La clé, c'est que de toute façon, ils ont assimilé le fait que ce n'était pas pour eux. Et que finalement, la séparation des pouvoirs en matière de guerre, c'était une très bonne nouvelle. L'argument de l'exécutif, il est le suivant. Vous imaginez, sur Serval, je suis capable de déclencher la foudre en 2 heures. Vous imaginez la clarté du message vis-à-vis de mes alliés américains, faites-nous confiance, et vis-à-vis des méchants. En 2 heures, la foudre s'abattra sur vous. Si en plus, vous allez mettre des joutes parlementaires, partisanes, clientélistes, pendant des heures, je perds l'efficacité de la chaîne décisionnelle qui est hyper réactive. Donc non, le Parlement n'a pas à s'en mêler, et les parlementaires sont, dans leur écrasante majorité, parfaitement d'accord avec ce principe. Le problème, c'est nous. On est dans une démocratie représentative. Ça veut dire que 3 individus peuvent engager la force en notre nom à tous. Président de la République, chef d'état-major des armées, général qui commande les forces spéciales. Dans un conseil de défense et de sécurité, s'ils le veulent, ils peuvent envoyer 5000 hommes faire la guerre entre nous. Sans aucun contrôle. Aucun. Si, le Parlement est informé dans les 4 jours, mais il ne vote pas. J'informe le Parlement que... Et il est informé, en plus, il a un vote 4 mois plus tard, non? 4 mois plus tard. Et quel parlementaire va se saborder en disant... Je ne respecte pas les morts pour la France, il aurait fallu pas y aller. Oui, parce que oui, il y a tout ce qu'on disait, ce truc sur les morts sur la France. C'est ça. S'il y a 10 personnes qui meurent, tu vas pas te dire c'était. C'est ça. On n'aurait jamais dû y aller. Et lorsque tu analyses les votes, donc la réforme est passée en 2008. A priori, il y en a eu des occasions de voter contre. Donc les partis, y compris extrêmes, ne votent pas contre. Ils s'abstiennent. Trop coûteux de voter contre. Ça, c'est intéressant. Et quand tu regardes les débats, les quelques questions parlementaires sur les OPEX, il y a une unanimité sur le fond. Bien sûr qu'il faut soutenir un pays ami. Bien sûr qu'il y va de la grandeur nationale. Bien sûr que notre armée est capable. Ce qui va faire dissensus, c'est sur la forme. Chers militaires, est-ce que vous avez prévu du développement dans vos bagages avant d'y aller? Chers militaires, est-ce que c'est pas délicat d'y aller seul? Est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'autres forces onusiennes en termes d'onction multilatérale? Mais tout le monde est d'accord sur le fait que la France a un rôle particulier. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il fallait empêcher Bamako de tomber dans un sanctuaire terroriste. Et tout le monde est d'accord pour dire que l'armée française a fait un sacré boulot. Et même j'insiste, même sur la conscription, extrême gauche, extrême droite, oui, l'armée peut devenir un ciment de la cohésion nationale. C'est largement consensuel. Et là, ouais, du coup, de ce que je comprends, il y a, en fait, sur tout cet agenda militaire, il y a très peu de contrôle, et c'est vraiment, contrôle sur le pouvoir du président.
Alors, j'apporterai un élément de nuance qui va nous rassurer tous. Les plus sceptiques, les plus prudents sur cette extension de l'usage politique de l'institution militaire, c'est les généraux. C'est eux qui freinent des cas de fer. Oui, ils disaient arrêtez de nous mobiliser, laissez-nous tranquilles. Quoi. C'est ça. Alors, ce qui est très intéressant, c'est à quel point ils sont fins politiquement. Ça aussi, il y a une politisation des officiers généraux, au sens où ils maîtrisent beaucoup mieux les arguments. Je te donne un exemple. Quelque chose qui est passé inaperçu, qui est complètement illégal. Au sommet de la crise des Gilets jaunes, ce que j'appelle le sommet de la crise des Gilets jaunes, c'est le saccage de l'Arc de Triomphe. Okay. Manifestation toutes les semaines. Les syndicats de police, qui sont particulièrement bavards, pour rester polis, ont décrit une situation quasi insurrectionnelle et on en a appelé officiellement à l'armée. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le problème des effectifs de police, c'était qu'ils étaient trop peu nombreux. On a demandé aux effectifs sentinelles, donc l'armée de terre, on est bien d'accord que la gendarmerie mobile, c'est un peu l'équivalent des CRS, donc contenir une manifestation, c'est-à-dire réprimer sans tuer, c'est un savoir-faire. Viser un estomac plutôt qu'une bouche, c'est très ironique ce que je dis, d'accord ? Ouais. Mais c'est quand même un savoir-faire. Ça s'apprend. Oui, l'armée de terre, elle n'a pas appris ça. Le gars de l'armée de terre, il n'a pas appris ce genre de choses. Et donc, on a utilisé les effectifs de sentinelles pour faire des gardes statiques à des endroits peu exposés, d'accord ? Pour libérer les effectifs de police, la fameuse brave M qui, elle, devait être en mouvement. Premier point, moi j'ai rencontré les officiers. À ce moment-là, je leur ai dit, mais comment vous préparez ? Est-ce que vos gars sont armés avec du létal ? Des armes qui peuvent tuer ? Ils disent, la première chose qu'ils me disent en off, monsieur Daou, moi le maintien de l'ordre, c'est pas mon boulot. Mais évidemment, mes sentinelles, il y a peu de chances que les manifestants commencent à taper une base militaire de 10 mètres de haut. Mais par contre, mes sentinelles, elles sont armées au non létal. J'ai dû anticiper ça. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont les militaires... Ils sont armés au non létal, oui, ils sont balle en caoutchouc. Je vais pas te tuer, je peux pas... Tant mieux quand même. Non mais attendez, à quel point parce que je reviens au début du propos. Le propos, c'est que le phénomène qu'on décrit, et qui peut être dangereux ou grave pour nous tous, la seule digue qu'on a, c'est les militaires eux-mêmes, à l'heure où on parle. Des arguments des militaires pour expliquer que ça va pas de soi d'utiliser les gilets jaunes pour faire du maintien de l'ordre. Premier argument technique, un argument de professionnel de l'usage de la violence. Réprimer sans tuer, c'est un savoir-faire. Moi, mon soldat de base de l'armée de terre, je lui ai appris à tirer à l'arme automatique. Je ne peux pas garantir qu'il mettra un coup de crosse plutôt qu'une balle, et je ne peux pas garantir qu'il visera un estomac plutôt qu'une tête ou un genou plutôt qu'une estomac. C'est pas sa formation. Deuxième argument, c'est illégal. Sentinelle est une opération antiterroriste. Vous avez le droit d'utiliser l'armée de terre en France pour faire du maintien de l'ordre. Ça n'a pas été fait depuis des décennies, sauf en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que loin des yeux, loin du cœur, on peut faire certaines choses. Mais sur le territoire hexagonal à proprement parler, utiliser les effectifs de sentinelle pour libérer les effectifs de police, c'est un dévoiement de l'opération, qui est une opération de réassurance. Et enfin, que se passera-t-il en cas de bavure ? Ou pire, que se passera-t-il si un soldat de sentinelle sympathise avec un gilet jaune ? Je fais un selfie, vous êtes une patrouille sentinelle, vous faites un selfie avec un leader des gilets jaunes. Quelle va être la communication du gouvernement le soir même ? Est-ce que le ministre de l'Intérieur va démissionner dans la foulée ? Vous imaginez la scène ? Et ce que craignent les généraux, ce qu'ils craignent par-dessus tout, c'est de devoir donner l'ordre d'ouverture du feu à un soldat français contre un citoyen français sur le territoire français. Exposer l'armée de terre à du maintien de l'ordre, c'est exposer la réputation de l'armée, de l'institution militaire, qui peut être en situation soit de devoir ouvrir le feu sur les citoyens français, soit de refuser d'ouvrir le feu et de se laisser envahir par les citoyens français. Bref. Quoi qu'il arrive, l'armée a tout à perdre. Tout à perdre. Et ce qui est intéressant sur cette utilisation de l'armée dans le cadre des Gilets jaunes, c'est la gradation des argumentaires des généraux en fonction de l'histoire, en fonction de leur interlocuteur. Et donc j'insiste beaucoup, c'était déjà le cas en 2005, les émeutes à Clichy-sous-Bois. À l'époque, il y avait une passe d'armes entre Sarkozy, il faut envoyer l'armée, et de Lupin qui disait, Premier ministre, non, surtout pas, c'est pas l'option. À cette époque, il y a une tribune collective qui sort, je ne sais plus quel journal, qui s'intitule « La banlieue, c'est la France », signée par une dizaine de généraux français. Donc c'est eux qui freinent des cas de fer sur les risques politiques d'une accoutumance de l'usage de l'armée pour régler les problèmes de maintien de l'ordre en France. Donc oui, c'est inquiétant, moi j'ai la tête dans le guidon depuis 15 ans. En revanche, ce qui me rassure, c'est que les officiers sont largement conscients de ces risques-là, bien plus que les autorités politiques, qui appellent à utiliser l'armée pour contrôler le trafic de drogue en banlieue. Les élus socialistes locaux. Dans 9 cas sur 10, ce seront des élus locaux et des élus socialistes. Qui disent il faut ramener l'armée. Il faut ramener l'armée pour contrôler les points de deal. Et donc, voilà, ça souvent, c'est des réflexes politiques. Et dans une écrasante majorité des cas, les officiers ont des discours assez républicains.
sur le risque potentiel d'un tel usage de la force militaire sur le territoire. Et là-dessus, franchement, ils sont largement en avance sur les autorités politiques. Comme Macron, qui est le plus critique avec l'ENA, j'ai envie de dire, les militaires le sont plus critiques avec eux-mêmes, quoi, C'est pas faux. et dans leurs limites. C'est pas faux. Et c'est plus facile de dire... Enfin, de toute façon, c'est un peu un réflexe, je sais pas comment dire, réactionnaire, de dire la violence peut permettre de régler des problèmes complexes de choses, quoi. Je sais pas si le souci des officiers, c'est de préserver l'ordre républicain ou de préserver la réputation de leur institution avant tout. Et en plus, faut pas oublier que le gilet jaune, il a un profil social très proche du militaire du rang. Militaire du rang, c'est au plus bas de l'échelle militaire. C'est au plus bas de l'échelle. Le militaire du rang, il vient soit des banlieues françaises, soit des campagnes françaises, soit des dom-toms. Et généralement, il est peu ou pas qualifié. C'est pas pour faire une sociologie à la vite fait, mais en gros, il y a une sociologie du soldat du rang qui n'a rien à voir avec la sociologie des officiers, qui eux sont des héritiers. Il y en a qui passent par Saint-Cyr, un truc exactement. Compliqué. Enfin, c'est des élites sociales. Tout à fait. Face à ceux qui composent soldats, comme tu dis, du rang. Et le soldat du rang, il va tirer sur son propre cousin, sur ordre de son supérieur direct, avec le nombre de caméras et d'appareils photo qu'il y a dans les rues de Paris. J'aimerais bien qu'on parle de secret maintenant, parce que c'est quelque chose, on a parlé de secret défense. Ouais. C'est quoi ton avis dessus, sur cette utilisation du secret défense, par exemple là avec les parlementaires? Alors que tu me dis, il y a des trucs qui sont secret défense, il ne faut pas diffuser, et en même temps c'est sur Internet. Oui. Et il y a quelque chose un petit peu aussi de l'ordre, comme tu disais, pour les interventions. Non mais c'est du secret défense, vous n'avez pas le droit. À quel point les choses doivent être secrètes pour la sécurité? Moi, je te parle de mon expérience de chercheur, là, donc de ce que j'ai pu croiser comme information classifiée. Donc, tu as 4 niveaux de classification. Le premier, c'est diffusion restreinte. Ça ne rentre pas dans un cadre légal. Diffusion restreinte, c'est ce qu'on va donner à un stagiaire pour lui faire croire qu'il est important, ou à un parlementaire pour lui faire croire qu'il a accès au secret. Ensuite, ça commence à devenir un cadre légal avec le confidentiel défense, c'est le premier degré. Ensuite, tu as du secret défense. Tu as du secret défense France, quand tu travailles en multinationale. Et enfin, le haut du panier, le sein du sein, c'est le très secret défense. Mon expérience, et celle de journaliste par exemple, c'est qu'en France, on surclassifie de manière permanente les informations. En fait, le petit bureaucrate, ou le bureaucrate tout court, désolé pour cet adjectif péjoratif, le bureaucrate, lui, pour se protéger, il va tendance à avoir un niveau de classification supérieur à la réalité. Donc soit on protège des réputations bureaucratiques, soit des arbitrages politiques. Je te donne un exemple, je ne sais pas si tu as vu ce qu'a révélé Disclose, qui est un média, sur l'opération Sirli. En fait, la France a exporté en Égypte des matériels électroniques de surveillance, mais aussi du personnel pour encadrer ce matériel. Et officiellement, c'est censé aider le gouvernement égyptien à surveiller des mouvements terroristes dans le désert du Sinaï ou ailleurs. Les officiers français se rendent compte, au bout d'un certain temps, vu les données matérielles qu'ils ont, que c'est surtout un moyen de contrôler le grand banditisme ou la délinquance ou le banditisme plutôt que le terrorisme. Les fonctionnaires français font leur boulot. Différentes administrations s'inquiètent de ça, ils font remonter les notes. Et en gros, que ce soit le renseignement, que ce soit les diplomates, que ce soit l'armée conventionnelle, voire même certains industriels qui externalisent, disent, écoutez, pour un contrat de quelques milliards, les risques politiques, si la France est le bras armé d'Al-Sisi, dans l'antiterrorisme, en termes dans le terme de communication, ça va être moyen. Et ce que révèle Disclose, c'est qu'autant les administrations ont fait leur travail de remontée d'informations, autant les cabinets ministériels ont dit non, on continue. On continue comme ça. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est justement la manière dont ce secret va être galvaudé. Je te donne un autre exemple aussi, toujours sur l'exportation des matériels de guerre. Une journaliste fait une enquête sur l'exportation des matériels de guerre français au Yémen et révèle que contrairement au droit international et au traité signé par la France, ce matériel est utilisé contre des minorités civiles. On n'a pas le droit d'envoyer des armes chez un partenaire étranger si on a la preuve que c'est utilisé contre les populations. Sommet ou gloire symbolique pour cette journaliste, ça vaut quasiment un prix Pulitzer, appel à l'arrivée en France, elle se fait attraper par la DGSI. Bon. Donc il y a beaucoup de journalistes qui deviennent témoins assistés par la DGSI, mais qui ne sont jamais mis en examen. C'est vraiment une consécration symbolique. DGSI, Direction Générale des Services Intérieurs. De la Sécurité Intérieure, qui essaie de faire en sorte qu'on ne divulgue pas des informations vers l'extérieur. Donc cette journaliste se fait embêter, comme beaucoup d'autres, et 3 jours après, Madame Parly se fend d'un communiqué de 5 ou 6 pages, dans lequel elle explique que non,
l'exportation d'armes au Yémen est parfaitement légale et ne contrevient pas au droit international. C'est qui, Madame Parly? À ce moment-là, c'est ministre de la Défense. Ministre de la Défense. Ministre de la Et Défense. qui dit qu'en fait, non, ce qu'elle a dit, c'était faux, quoi. Ouais, mais quand un ministre fait un communiqué de 6 pages... C'est un petit problème, quand même. Et quand un journaliste ne se retrouve pas derrière les verrous, c'est qu'on a un gros problème. Donc en France, là, le secret défense est galvaudé. Le secret défense, il a vocation à protéger la sûreté de l'État. Je te donnerai 2-3 exemples de ce qui est la sûreté de l'État. Là, le secret défense permet à Madame Parly de montrer que la France ne contrevient pas au droit international. Mais c'est pas d'échapper en fait pas ses responsabilités, mais à ses obligations. Ne confondons pas impératif de discrétion dans la diplomatie avec secret défense. Je vais te donner un exemple de secret défense qui pour moi est intangible. Ils sont où les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins en temps réel au moment où on parle? Je sais pas. Évidemment. Et moi, si je tombe sur cette information, je me brûle les yeux ou je la mets très loin. Les agents clandestins, les protocoles de sûreté nucléaire. Comment tu fais pour entretenir les centrales nucléaires? Le protocole de sûreté en cas d'attaque massive non conventionnelle. Il y a un blackout en France. Les trains se rentrent dedans. Les hôpitaux ne fonctionnent plus. Tu te doutes bien qu'il y a un scénario d'État qui est prévu et qu'il n'est pas prêt d'être diffusé. Les eaux en Île-de-France sont contaminées. Toute la chimie dans la vallée du Rhône française se mange une ogive non nucléaire. Et le sud-est de la France brûle pendant 3 semaines. Donc ces scénarios existent au cœur de l'État. On se doute que la réponse de l'État n'est pas accessible aux citoyens lambda. Donc en dehors de cas très particuliers, le secret défense est largement galvaudé, encore une fois, pour protéger les arbitrages bureaucratiques et les arbitrages diplomatiques ici. Et comme tu disais, des intérêts de réputation ou de protéger l'État, là, comme dans ce cas avec le Yémen, quoi. Tout à fait. Et c'est un vrai problème, et je terminerai là-dessus. Ouais. Aux États-Unis, la part de la population qui a légalement droit au secret défense est 10 à 15 fois supérieure à celle de la France. Okay. Aux États-Unis, ils ne le justifient pas par une logique de transparence démocratique, rapprocher le citoyen de l'État. Aux États-Unis, ils le justifient par une logique économique. Comment est-ce que vous voulez avoir des brevets et innover si nos petites PME n'ont pas accès aux dernières inventions militaires? Et donc c'est au nom d'une logique économique qu'on a élargi l'accès au confidentiel ou au secret défense, alors qu'en France on a des arguments très, je dirais, très bisounours. C'est important pour la démocratie, les citoyens doivent savoir. Il faut la sécurité et tout le monde dit ok. C'est ça. Et utilisons les arguments qui fonctionnent pour la partie que l'on veut convaincre, pas pour la partie qu'on a déjà convaincue, en gros. C'est un peu ça l'idée. Du coup, on a parlé du secret, et toi, comment c'était en tant que chercheur de bosser sur des sujets militaires avec du secret? J'imagine qu'il y a beaucoup de documents avec Serval, Barkhane par exemple, qui étaient classés de sécurité défense. Comment c'est même de parler avec des généraux et qui te disent bon, ça c'est en off. Alors, moi je suis tombé dans cette marmite militaire à la fois par goût, c'est vrai, mais aussi par opportunisme. Donc, à la fin du M2 que tu as connu, je me dis une thèse, pourquoi pas? Et à ce moment-là, il faut que je recherche un financement. Et c'est un fait, en relations internationales, en France en tout cas, l'armée finance l'essentiel des thèses. Jusqu'à une dizaine par an, toutes disciplines confondues. Tu n'auras pas l'équivalent aux affaires étrangères, tu n'auras pas l'équivalent à la région Île-de-France, par exemple. Donc, quand tu cherches une allocation, c'est souvent l'armée qui paye pour ça. Ça, c'est un premier point. J'ai découvert un milieu passionnant. Évidemment, il y a un coût d'entrée. N'étant pas de famille militaire, je me suis pris la tête sur les grades, sur les codes de comportement, comment reconnaître le grade d'un officier rien qu'en un coup d'œil à ses épaulettes. Parce que, en fait, d'un point de vue extérieur, profane, l'armée, c'est très hiérarchisé, discipliné et homogène. Et lorsque tu commences à étudier ce monde-là, tu découvres à quel point il est divers, à quel point il est hétérogène, et tu découvres les petites subtilités de distinction entre unités. Qui va avoir le liseré jaune le long du pantalon, qui va avoir sa petite cordelette bleue ou qui va l'avoir rouge. Et donc tu te rends compte que les stratégies de distinction identitaire sont foisonnantes en gros. Donc c'est un univers en soi. Donc ça c'est passionnant. Et la deuxième chose qui m'a passionné et que je ne m'attendais pas, c'est que je peux attraper l'État à travers l'armée. C'est ce qu'on disait sur le dernier service régalien. Moi je suis politiste. Contrairement à 90% des chercheurs qui travaillent sur l'armée sont des fanamili. Ce sont des mecs qui ont des posters de Top Gun ou qui avaient des posters de Top Gun dans leur chambre. Ou qui jouent encore avec des soldats de plomb. Où tu sais, moi je me fous de l'armée. L'armée me permet de saisir le politique et de saisir l'État. J'estime comme très peu de secteurs sociaux peuvent le faire. Donc il y a une part de découverte qui a été la mienne, un peu le côté exotique, regard extérieur, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a permis de poser des questions un peu ingénues. Donc voilà, il y a ce découverte de ce monde-là. Pour répondre à ta question, alors déjà l'armée est bavarde, quoi. De manière générale, les gens sont bavards. Les dominants, avec toutes les guillemets, ne gardent pas mieux leurs secrets que les dominés. C'est pas plus dur de faire un entretien avec un responsable dans le top 4 de la DGSE qu'avec un clandestin. Bien au contraire. Donc première chose, ces gens sont bavards. Ensuite, le nombre de retraités
qui conservent des archives dans leur grenier ou dans leur cave pour se protéger. Ah, pour se protéger? Oui, mais Trump lui-même, je sais pas si tu as vu, le FBI, Trump lui-même, les Biden eux-mêmes gardent des documents classifiés chez eux. C'est vrai, c'est vrai. Donc tu imagines qu'en dessous de la hiérarchie, il y en a. Ah, c'est pour ça, parce que moi je me suis dit, pourquoi ils ramènent des trucs chez eux en fait? Je pense qu'il y a une forme de protection. Et enfin, il faut aussi, ça c'est des techniques que tu apprends au fur et à mesure quand tu prends l'expérience, il faut cibler les outsiders, les perdants de l'histoire, ceux qui en ont un peu gros sur la rage, patate, qui ont perdu dans leur combat, et qui eux et qui ont a priori des accointances avec la sociologie critique, qui vont se dire ce gars-là il peut me servir si je lui donne 2-3 informations. Donc d'abord l'institution militaire elle se découvre, elle est beaucoup moins opaque que ce qu'on croit d'un point de vue extérieur. La bonne nouvelle, donc 250 000 emplois, l'armée... 250 000 ouais, emplois, c'est énorme, militaires et civils confondus. Là où le MAE c'est 10 000. Donc si tu enquêtes sur les diplomates et que ça se passe mal, tu rentreras plus jamais. Il suffit qu'un gars envoie un mail à ses copains, plus jamais tu fais d'entretien. L'armée, si la porte est fermée, tu pourras rentrer par le Velux. Quand je visite une institution militaire, je ne me signale jamais à la plus haute autorité, j'en ai pas besoin. Donc en cas de problème, je peux compartimenter les risques en fait. Donc un monde très varié, très diversifié, un monde qui est ouvert au challenge théorique, ça aussi, mais nombre de mes collègues qui préfèrent faire des entretiens avec les généraux qu'avec les diplomates. Le général, tu le prends entre quatre yeux. Si tu lui dis, alors c'est une guerre préventive, Serval, il va pas aimer, mais il va adorer le défi intellectuel. Il est aussi formé à l'incertitude, à ce petit truc qui n'était pas prévu. Donc pas devant ses subordonnés, certainement pas devant ses supérieurs, mais entre quatre yeux, il y a un discours pas de vérité, mais d'authenticité, qui n'a rien à voir avec le diplomate. Donc le diplomate, il dit, bon, la porte, elle est là. Non, le diplomate, il ne reconnaîtra pas. Le diplomate, tu lui dis, mais la résolution de l'ONU votée en décembre, elle prévoit pas que la France interviendra seule. Non, mais attendez, on a quand même décidé avec les Chinois, il y a un autre document qui montre que, et puis de toute façon... Poisson, quoi. Le militaire, il va vous dire, oui, faut bien se donner de la marge de manœuvre. Donc un univers, j'insiste, un univers très varié, qui m'a fait découvrir le rapport à l'État. Et sur les techniques de comment on enquête, finalement, ces gens sont assez bavards, ils aiment le challenge intellectuel, et les informations classifiées sont largement surclassifiées. Tu tombes sur une armoire avec une information classifiée bidon. Tu l'as pas fait illégalement, c'est un chef de bureau qui donne l'accès à l'armoire. Tu vas le voir, tu lui dis, voilà, cette information est classifiée, je ne l'ai pas ouverte, j'ai juste vu le titre. Le gars t'obtient la déclassification en 1 heure. Donc quand tu retombes sur un document classifié, tu ne retournes pas le voir, parce que tu sais que ça n'a pas de valeur en fait. Donc voilà, tout ceci existe largement. En fait, toi, ta pratique t'a montré qu'en fait, le secret, surtout dans ce milieu-là, il n'est pas si important que ça, quoi. Il est relatif. Alors, nous, ce qu'on a écrit, c'est qu'il n'y a pas de secret. Il y a des relations de confidentialité. Okay. Il y a des espaces de transaction. C'est du deal, c'est de l'échange. Et là, je vais aller un peu plus loin. À un certain niveau de spécialisation, je ne suis pas convaincu qu'ils aient des informations plus précises que moi. Sur certains enjeux. Et puis, il y a du deal. Le militaire, il a besoin de l'université. Le militaire, il a besoin de recruter. Il a besoin de recruter des officiers spécialistes. Il a besoin d'armer ses services de renseignement. Il a besoin de faire un joli colloque dans un amphi prestigieux. Donc, c'est une transaction. Donc, dans l'entretien, le secret est un espace de transaction. Et là-dessus, nous autres chercheurs, on est un peu timides. Soit on est timide, soit on n'ose pas. Soit notre pire ennemi, c'est notre formation en sciences politiques. Il y a de la raison d'État. Il y a du secret d'État. C'est très fonctionnaliste, c'est très bien comme ça. Je ne vais pas titiller l'État là-dessus. Je trouve que c'est une bêtise sans nom. Et par exemple, les rapports de stage qu'on demande en M2, les étudiants sont pris dans des conflits de loyauté. Quand tu travailles à la direction du renseignement militaire, par exemple, ils vont dire à l'étudiant, vous mentionnez pas ci, vous mentionnez pas ça. Alors que mon niveau d'information est largement supérieur à son tuteur de stage, en fait. Bien sûr. Et j'en dirai pas plus, je ne donnerai pas les noms. Et très souvent, les stagiaires ont peur qu'une information d'une valeur complètement secondaire ou tertiaire ait une réelle importance. Mais parce qu'on en fait des tonnes aussi sur ces questions-là. Oui, parce que les trucs de réputation, de confiance, moi je sais, c'est pour mon rapport de stage, pareil, ma boîte m'avait dit, faut pas que tu dises certaines choses, parce qu'en fait, il y a plus de trucs qui sont du rapport, même de même de la transaction, comme tu dis. Il y a des choses, si ça sort, en fait, ils perdent du profit, quoi. Bien en fait, sûr, tout simplement. Vis-à-vis de la concurrence, tu as du secret bancaire, tu as du secret médical, tu as du secret professionnel. L'armée n'est pas le seul secteur social à fonctionner sur la discrétion et sur le secret, tout à fait. Sauf que là, il est codifié légalement. Ouais. Mais moi, j'attends de savoir quel journaliste ou quel chercheur a fini en prison pour divulgation du secret d'État. J'attends. Donc c'est de l'intimidation pure et dure. Et de l'intimidation, toi, t'en as vécu? J'ai quelques anecdotes, et on terminera là-dessus, parce que sinon je vais être trop bavard. Je l'ai déjà été. Oui, beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ces domaines-là ont vécu des intimidations. Le truc d'une intimidation, quand elle est bien faite, tu sais pas si on a cherché à t'intimider, ou si c'est toi qui te racontes des histoires, ou qui te croit plus important que ce que tu n'es. Tu sais, tu dis, mais attends, il m'a bien dit ce qu'il m'a dit là, ou c'est moi qui ai rêvé. Je te donne un exemple.
je veux faire un entretien avec un officier des forces spéciales. Il refuse cet entretien. Je suis obligé un peu de passer la seconde, de m'énerver un peu, et je lui envoie un papier de 4 pages où je fais en gros une fiche de renseignements généraux sur lui. Donc j'ai essayé de faire une fiche de renseignement sur un officier du renseignement pour lui montrer que c'était crédible. Le gars m'appelle, me dit le lendemain matin à 8h du matin, donc évidemment numéro inconnu, je décroche pas. Il me laisse un message, il me dit c'est la première fois que je lis un écrit synthétique aussi pertinent là-dessus, il faut absolument qu'on se voit, j'ai des informations pour vous en amont. Donc je vais voir l'officier en question, ça se passe très bien, il paye son petit déjeuner. On est dans une enceinte militaire, je dirais pas laquelle, une enceinte militaire où on a l'habitude de faire des mondanités, recevoir des collègues étrangers. Et puis on prend l'ascenseur. Je comprends pas pourquoi on prend l'ascenseur, parce que la sortie est au rez-de-chaussée, mais là on va vers moins quelque chose. On s'enfonce. Alors j'avoue qu'il y a 2-3 idées qui me passent par la tête. Moins 10, on se dit bon. Non, c'est pas ça, mais tu sais, les positions, les gardes cachés un peu, la garde cachée, quoi. Est-ce que je peux avoir un dixième de seconde pour mettre mon chassé ou pour me défendre avec mon coude? Donc j'ai une garde discrète. Ouais, voilà, je me dis ascenseur, espace clos. Non, mais je pourrais rien faire. Oui. Je sais que je suis déficitaire physiquement. À dire, bon là, peut-être il y a une ouverture. Est-ce que je peux gagner 2 secondes? Attraper une glotte, tu vois, gagner 2 secondes. C'est tout ce que je me dis. Et donc le mec, fin de l'ascenseur, il dit rien, pas un mot. Et puis on arrive dans une pièce. Enfin, il ouvre des portes, comme les portes du paradis, tu vois, du saloon, ça s'ouvre comme ça. Et on arrive dans une salle magnifique. Une salle de réception, grande, déjà décorée, il n'y avait personne, hein, il n'y avait pas de lumière, c'était un peu sombre. Mais les tables sont décorées et tout. Et le gars ouvre la porte et me dit texto, vous avez vu, quand on travaille pour l'armée, on peut s'offrir un mariage un peu plus prestigieux qu'à la mairie de Saint-Ouen. Il s'avère que je devais me marier à la mairie de Saint-Ouen 3 semaines après et que je n'avais pas publié les bans. Tu peux publier les bans dans la mairie locale, si tu veux. Donc le gars savait que j'allais me marier, cette information n'était pas publique. Donc sur le coup, je suis bouche bée. Je ne sais pas s'il me menace ou je ne sais pas s'il cherche à me débaucher. Est-ce que c'est une menace ou est-ce que c'est une contractualisation qui ne dit pas son nom? Est-ce qu'il menace moi? Est-ce qu'il menace ma femme? Est-ce qu'il me dit simplement, il m'envoie un message du style « Ah, vous savez, vous pouvez nous poser des questions, mais nous aussi, on fait notre boulot. » Donc voilà, et j'étais pas prêt, je réponds à rien, je suis un peu comme un lapin pris les yeux dans les phares, en fait. Et voilà, et je suis pas le seul à avoir subi ça. Il y a d'autres exemples dans la science politique, et je te donnerai un exemple. Il y a un texte célèbre qui s'appelle « Enquêter en terrain difficile ». De Campana et Boumaza, ça date un peu, je sais pas laquelle relate ça. Elle travaille dans les territoires occupés. Elle a une petite visite de Tsahal dans son appartement, mais le truc est bien fait, c'est fin. L'intimidation, c'est, elle a un post-it dans sa bibliothèque et c'est écrit « Vous seriez bien inspiré de lire les thèses inverses ». Donc là, on a un service de renseignement qui est capable de s'ajuster au niveau de ce que produit l'individu ciblé, sans aucune intimidation directe, ni brutale, ni violente, mais je t'envoie un message. Je sais qui t'es, je sais ce que tu vas écrire, et on te surveille. Donc c'est des milieux qui fonctionnent volontiers comme ça, et je te parle même pas de ceux qui travaillent sur le cyber, et d'un seul coup, leur souris d'ordinateur s'agite tout seul. Par exemple, ça aussi, c'est assez fréquent. Dans le domaine du cyber, les doctorants qui sont confrontés à des problèmes informatiques, ou à des ordinateurs qui s'agitent d'eux-mêmes, ou qui passent en blackout d'eux-mêmes, c'est très fréquent. D'accord. Voilà. Écoute, merci beaucoup, franchement, c'était hyper intéressant. Si vous voulez en savoir plus, du coup, il y a ce magnifique ouvrage « Entrée en guerre au Mali », lutte politique et bureaucratique autour de l'intervention française. On mettra le lien en description. Et merci beaucoup pour cette intervention, Grégory. Merci Mathias, merci Karen, c'était un plaisir d'être soumis à la question par mes anciens étudiants. Et je souhaite longue vie au podcast, et plus vous rendrez la recherche démocratique, mieux on se portera tous. Donc merci pour ça. C'est gentil, merci beaucoup. Merci. Salut, c'est Mathias, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de partager à tes amis, de liker et de commenter. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet épisode. Karen Dakache à l'écriture, Correra Media au montage, Lucien Babin au mixage, Clément Mohamed pour la miniature et Arthur Evelois pour l'animation. Chercheur est un média indépendant et autofinancé, alors chaque partage, chaque like pour nous compte énormément. Merci et à très vite.